Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux ce soir avec Tudy Gauzet et Michel Sermolach de vous recevoir pour la seconde masterclass de cette année organisée par le DU de philosophie de la psychiatrie. On est très heureux de recevoir Steve Demazeux que je vais présenter dans quelques minutes. Mais avant cela, un petit mot sur le DU de philosophie de la psychiatrie qu'on co-coordonne avec mes collègues Tudy Gauzet et Michel Sermolat. Ce DU existe depuis plus de 6 ans et a pour objet d'aborder la philosophie de la psychiatrie à partir d'une tension avec la clinique et les neurosciences pour essayer de voir comment on peut questionner les pratiques de la clinique et de la recherche autour de la psychiatrie par des réflexions autour de la philosophie et plus particulièrement pour la clinique autour de la phénoménologie. Le DIU s'organise en trois modules dans chacune des villes co-responsables de ce DIU, Bordeaux, Toulouse et Marseille. À Bordeaux, ce sont les aspects de philosophie de la psychiatrie autour des enjeux sémiologiques et des classifications de la psychiatrie qui seront particulièrement et qui sont particulièrement abordés et des enjeux plus généraux sur l'épistémologie de la psychiatrie, notamment autour des neurosciences, des sciences de la nature et des niveaux de preuve. Mais c'est la sémiologie et les classifications qui sont particulièrement étudiées, notamment avec déjà l'intervention de Steve Demazeux sur les enjeux sémiologiques. À Toulouse est abordé avec Tudy Gauzet, je te laisse bien sûr la parole si tu veux dire un mot, hein, Tudy, mais les aspects phénoménologiques. Et donc, Oui, autour d'une introduction à la méthode phénoménologique en psychiatrie, qui donne suite à plusieurs sessions autour de la psychopathologie, des différentes pathologies qu'on peut rencontrer en psychiatrie, en particulier à Toulouse autour de l'autisme et de la schizophrénie. C'est une session qui s'enchaîne ensuite avec Bordeaux, avec un focus plus sur les troubles de l'humeur. Euh, et on commence à aborder le vendredi les grands auteurs et autrices de la psychiatrie phénoménologique pour voilà, familiariser avec les pensées qui ont irrigué finalement l'histoire de la psychiatrie au cours du XXe siècle, en particulier venant de la phénoménologie. et cette phénoménologie est poursuivie à Marseille, Michel, mais avec une ouverture. Oui, la troisième session est consacrée à Marseille sur le dialogue ou les dialogues entre phénoménologie, approche en recherche neuroscientifique en troisième personne, tout ce qui est autour de la notion de neurophénoménologie au sens large. Une deuxième journée qui prend la suite de Toulouse avec un retour sur la psychopathologie phénoménologique. Et on a un peu plus développé pour cette sixième année les aspects en recherche qualitative, notamment dans les dialogues possibles avec, avec la phénoménologie psychiatrique. Et donc l'originalité de ce DU est de chaque année avoir un quatrième module, mais qui change chaque année pour essayer d'être en ouverture avec les questionnements actuels de la recherche qui fait bouillonner la recherche en philosophie de la psychiatrie. Donc c'est une thématique chaque année différente avec l'invitation d'une ou un curatrice. Donc cette année, on a la chance de recevoir Ouria Bantwami, mais c'est la thématique de cette année. Les autres années étaient sur d'autres thématiques, sur la philosophie et l'épistémologie féministe en psychiatrie sentimentale. C'est pour les étudiants du DU de philosophie de la psychiatrie, mais chaque année, une thématique nouvelle s'ouvre. Et voilà la thématique de cette année. S'ajoute donc un cycle de conférences, de masterclass, là ouvert à tout le monde, au grand public. Et là, on est sur le deuxième cycle de conférence de 19h30 à 21h, 21h15 plutôt, donc ouvert aux étudiants du DU, mais également aux autres personnes qui sont intéressées par la philosophie de la psychiatrie, et les annonces sont diffusées sur les différents réseaux de psychiatrie. Donc pour cette deuxième conférence, on a la joie d'accueillir Steve Demazeux, qui est maître de conférence en philosophie de la psychiatrie à l'université Bordeaux-Montaigne. Il travaille depuis plus de 10 ans sur la philosophie de la psychiatrie, avec un certain nombre d'ouvrages très importants dans le domaine, depuis son approche d'épistémologie historique de la constitution du DSM, le système de classification, puis son travail sur les symptômes. On pourrait presque dire qu'est-ce que le DSM, qu'est-ce qu'un symptôme.
avec des ouvrages aussi dans la littérature internationale en philosophie de la psychiatrie, et une discussion notamment importante avec Jérôme Wakefield et Patrick Sinji. Donc, ces livres montrent l'ouverture de la réflexion de la philosophie de la psychiatrie francophone aux réflexions de la philosophie de la psychiatrie internationale. Et deux ouvrages récents, on ne peut pas ne pas évoquer le Qu'est-ce que la folie, une sorte de petit manuel de philosophie de la psychiatrie qui pourrait être diffusé à tous les internes de psychiatrie, je crois, puisque ça pose bien la question de qu'est-ce que la folie et qu'est-ce que la philosophie de la psychiatrie peut dire dedans. Et du coup, un deuxième livre qui fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui, qui lui est un anti-manuel de psychiatrie. En tout cas, tu le présentes comme ça en ouverture, donc à voir ce que tu entends par là et qui s'appelle Misère de la psychiatrie aux presses universitaires de France. Et ce matin, j'entendais à la radio sur France Culture l'hommage à Foucault, où Foucault, il y a une phrase qu'ils ont pris qui dit finalement, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le mot folie, c'est le mot maladie mentale. Et donc je me suis dit, j'allais introduire comme ça par qu'est-ce qu'il entendait par là, et je me demande si finalement tu questionnes pas à nouveau frais cette question, puisque tu poses la question dans justement ce passage de la folie à la maladie mentale, les enjeux épistémologiques et politiques. Et donc comment on peut articuler ces deux enjeux pour faire de la clinique et de la recherche en psychiatrie. Et comme toujours dans tes ouvrages, on finit par ne plus pouvoir te classer. Est-ce que tu es pour ou contre le DSM? Est-ce que tu penses que les symptômes existent ou pas? Et que la clinique a une valeur ou pas? Est-ce que la psychiatrie n'est purement politique ou est-ce qu'on peut faire de la bonne recherche en psychiatrie, de la recherche scientifique en psychiatrie? C'est toujours des ouvrages où on ressort en se disant que mes a priori que j'avais ou les choses faciles à penser par rapport au DSM, à la sémiologie ou aux enjeux politiques de la psychiatrie sont en fait pris dans des articulations un peu plus complexes. Donc on est très heureux de pouvoir réfléchir avec toi à la philosophie de la psychiatrie ce soir et je te donne l'écran et la main. Merci beaucoup. Merci. Alors moi aussi j'ai un PowerPoint que je vais activer. Est-ce que ça marche? Très bien. On va On t'entend bien. bien et on te voit bien. On voit bien. Bon, parfait. Mais je vais commencer. Alors d'abord, je commence par vous remercier tous les trois, hein, Jean-Arthur Micolo-Franchi, Tudy Gauzet et Michel Sermolacce, pour votre invitation hein, dans ce DU. Dans lequel j'ai la chance d'intervenir régulièrement et que je trouve tout à fait formidable. Donc merci à vous et je vais commencer tout de suite par vous dire d'abord mon intention ce soir. Hein. Mon intention ne sera pas de faire une présentation détaillée de mon dernier livre, hein, Misère de la psychiatrie. Euh, je trouvais plus pertinent et je voulais profiter de l'occasion de cette invitation qui m'est faite pour présenter un auteur qui est décisif dans ce livre, qui a été décisif pour moi dans l'écriture de cet essai et qui est trop peu connu. Voilà, il m'a servi vraiment moi de fil rouge pour naviguer autour d'un problème très complexe que Jean-Arthur vient de soulever, qui est le problème des rapports entre psychiatrie et politique. Alors avant d'en venir à cet auteur, hein, que je vais profiter, que je vais présenter pardon, en détail, avant d'en venir donc à cet auteur, à Peter Sedgwick, un mot quand même sur l'intention générale qui a guidé ma réflexion dans cet essai. Hein. Alors pour commencer, ou pour annoncer d'emblée la couleur, on pourrait dire, parce que tu disais que on sait jamais, on sort un peu désorienté de mes livres, etc. On peut le prendre comme un défaut, je manquerais de colonne vertébrale, ou je peux le prendre aussi, si j'essaie de me flatter, comme une qualité, au sens où bah, quand on réfléchit, il s'agit de bouger un petit peu des lignes et pas de répéter des évidences. Là, en tout cas, dans ce livre, hein, d'une certaine manière, j'annonce d'emblée la couleur en choisissant le titre Misère de la psychiatrie, puisque en choisissant ce titre, évidemment, je le mets sous le patronage lointain et indirect de Marx et son fameux Misère de la philosophie, hein, qui est un livre de 1847, qui est la réponse très violente à un texte paru juste avant par Proudhon, qui était Philosophie de la misère, un texte très théorique sur les questions économiques, de la valeur, de la division du travail. Et donc Karl Marx rentre vraiment
de manière très violente dans la contradiction avec Proudhon, en défendant la grève, qui est contre-productive pour Proudhon, en appelant clairement à toute fin à la lutte armée du prolétariat, donc afin vraiment de sortir de la philosophie abstraite, hein, d'où le titre Misère de la philosophie, quand les philosophes prétendent avoir des solutions clés en main pour les grands problèmes sociaux, sans voir que d'abord la question vient des premiers intéressés et des ouvriers en premier. Bon, misère de la psychiatrie, donc il y a cet hommage-là évidemment, mais il y a aussi l'hommage à un numéro spécial de la revue Esprit en 1952, qui était titré justement lui-même en hommage à Marx, Misère de la psychiatrie. Et cette référence ancienne, hein, 1952, suffit à rappeler que la crise que traverse la psychiatrie, qui est le thème central de mon livre, eh bien cette crise est pas nouvelle du tout. Elle est très ancienne, pourrait peut-être même dire qu'elle est consubstantielle à la psychiatrie, hein. Mon opinion, c'est que la psychiatrie a toujours été en crise. Et une des réponses classiques, hein, pour interpréter la longévité de cette crise, le fait que la psychiatrie n'en sort jamais, alors surtout dans la caste, on pourrait dire, des philosophes à laquelle j'appartiens, hein, dans la catégorie des philosophes, eh bien classiquement, ça consiste à dire que c'est une crise de connaissance. C'est-à-dire, le reproche fréquent fait à la psychiatrie consiste à dire que la psychiatrie n'aurait jamais tenu ses promesses en tant que discipline savante. Elle n'aurait pas fait de progrès, enfin, peu ou prou, pas suffisamment en tout cas. Elle serait restée dans l'enfance. Elle serait restée une discipline profondément ignorante. Et mon essai est d'abord écrit contre cette idée, contre cette conviction que je trouve un peu paresseuse. D'accord? Et la thèse que je défends dans mon livre, hein, qui est pas si consensuelle qu'elle pourrait en avoir l'air de prime abord, elle est toute simple à résumer. Ça, elle consiste à dire que le problème numéro un de la psychiatrie a toujours d'abord été un problème politique avant d'être épistémologique, que ce dont elle manque radicalement, aujourd'hui peut-être plus que jamais, hein, c'est de moyens et de bonne volonté politique, et non pas de connaissances fondamentales. Pour le dire autrement, ce qui fait défaut dans le soin psychiatrique aujourd'hui, c'est pas l'appareil clinique, thérapeutique ou médical, c'est d'abord la structure du système de solidarité. Hein, cette carence, à mon sens, n'est pas du tout spécifique à la psychiatrie, on la retrouve dans l'ensemble des champs hospitaliers, etc. Mais elle apparaît plus nette en psychiatrie qu'ailleurs pour deux raisons essentielles. D'abord, le lien très fort qui a toujours existé entre la pathologie mentale et la répression sociale, la stigmatisation, etc. Et de l'autre côté aussi, le lien très fort qui a toujours existé entre la pathologie mentale et la grande fragilité ou vulnérabilité économique. D'accord? En somme, hein, le philosophe que je suis appelle à plus d'indulgence envers la psychiatrie sur le plan épistémologique, contre beaucoup d'universitaires et d'intellectuels que je côtoie qui se rangent volontiers du côté des thèses très critiques à l'égard des insuffisances de la psychiatrie d'un point de vue théorique. Et de l'autre côté, hein, j'appelle à plus d'exigence sur le plan politique, hein, au sens où voilà, on voit que les grands plans, les grandes causes, hein, santé mentale, grande cause nationale 2026, ne reposent en réalité que sur des effets d'annonce, hein, chacun le sait, des effets d'annonce d'autant plus pervers que les CMP, les services médico-sociaux, voient partout leurs moyens de fonctionnement diminuer, voire couper drastiquement. D'accord? Donc voilà un petit peu la ligne, si vous voulez, que j'essaie de tenir en partant de la philosophie des sciences et en réfléchissant à cette crise très ancienne qui est constitutive de la psychiatrie. Alors, si, comme je l'ai dit, je défends une thèse qui n'est pas très consensuelle, c'est parce qu'en fait, il est devenu très commun, presque tous les jours, hein, dans la manière de réfléchir sur la crise que traverse la psychiatrie, d'attaquer à la fois ben, les politiques qui sont mises en œuvre pour soi-disant l'améliorer, mais aussi le discours scientifique en général. On a de bonnes raisons, les cliniciens ont de bonnes raisons de se méfier de la science. Il y a de très très bonnes raisons aujourd'hui d'être méfiant sur ce que la science promet de plus en plus, hein, d'être méfiant sur ce qu'on appelle l'économie de la promesse, qui alimente toutes les recherches. Mais beaucoup, je trouve, en viennent à reprocher au discours scientifique contemporain, pris comme ça dans une sorte de globalité absolue, hein, particulièrement neuroscientifique, hein, de faire le jeu du néolibéralisme
Et beaucoup sont nostalgiques des recettes du passé, hein, comme par exemple la psychothérapie institutionnelle, qui a été une grande aventure, hein, dont je parle dans mon livre, mais qui a très vite aussi montré ses insuffisances et son déficit de programme clair. Alors, comme je l'écris un moment dans mon essai, si vous voulez, le gros problème du débat en psychiatrie aujourd'hui, c'est qu'il reste embourbé dans une ritournelle rhétorique tout à fait stérile entre ceux qui sans cesse se lamentent en disant que la psychiatrie c'était mieux avant, et les autres qui passent leur temps à promettre ce sera mieux demain. D'accord? Alors, je ne suis pas sûr pour ma part que ce sera mieux demain. En tant que philosophe, je ne veux pas me faire le prophète de ce qui serait bon à faire ou pas. Mais en tout cas, en tant que philosophe et historien, ce qui m'apparaît, c'est que le détour par l'histoire nous oblige à reconnaître que ça n'était certainement pas mieux avant. D'accord? Et pour essayer de voir un peu clair dans toutes ces questions compliquées, encore une fois, entre le rapport des écoles théoriques, des systèmes de soins, des réformes, il est toujours bon de revenir au moment des années 60-70, qui est un moment tout à fait significatif dans l'histoire de la psychiatrie, puisque c'est un moment où la psychiatrie traverse une crise là quasi existentielle, puisque ses concepts et ses fondements sont mis en cause par un mouvement très important d'un point de vue intellectuel, qui a été le mouvement antipsychiatrique. Et on observe, hein, c'est l'une des questions que je me pose, est-ce qu'on observe aujourd'hui la même ambivalence aujourd'hui que certains théoriciens ont pu l'avoir par rapport à la psychiatrie hier? En gros, hein, ma question, c'est qu'est-ce qu'on reproche au juste à la psychiatrie en tant que discipline médicale? Alors, j'ai pas toutes les réponses à cette question, mais en réfléchissant à cette question fondamentale, un auteur m'a particulièrement aidé dans mes recherches, hein, comme je le dis, un phare dans la nuit. Alors, il y en a plusieurs, il y a beaucoup d'auteurs qui ont été importants pour moi, mais celui-là m'a vraiment aidé à structurer mon essai et je tiens à consacrer ce soir donc mon exposé sur son travail dans la mesure où j'estime qu'il est trop peu connu et qui mériterait à être mieux connu. Donc je vais mettre en valeur hein, sa dimension de grand philosophe, hein, même s'il n'était pas philosophe de formation, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie de la psychiatrie. Donc présentation rapide, hein, qui est Peter Sedgwick? Peter Sedgwick, donc c'est un Anglais né à Liverpool en 1934. Il fait des études de psychologie à l'université de Liverpool, où il occupe d'abord un premier emploi hein, qu'il abandonne très vite, puis il va se chercher, il va être instituteur, psychologue scolaire, il va travailler dans une prison psychiatrique, il va faire de la clinique dans un hôpital d'Oxford, il va faire des recherches en clinique. Et puis surtout, le grand moment qui va changer pour lui, c'est quand il obtient un poste de lecturer, d'enseignant hein, en sciences politiques à l'université d'York, avant de gagner en 1974 l'université de Leeds, où il va occuper un nouveau poste qui combine de manière tout à fait originale à l'époque des réflexions sur la psychiatrie et des réflexions sur les sciences politiques. Donc vraiment réfléchir sur psychiatrie et politique au sein d'une université. Donc il va occuper ce poste, hein, c'est là où il va écrire ses articles jusqu'à sa mort tragique en 1983, hein, puisqu'on retrouve son corps dans un canal près de chez lui. Et il fait peu de doute que Sedgwick, hein, on le savait très très mélancolique, avec de grandes difficultés psychologiques, hein, il y a peu de doute qu'il se soit suicidé. Alors, Sedgwick a une œuvre qui se répartit à trois niveaux. D'abord, il est surtout connu dans le domaine politique pour sa traduction en anglais de Victor Serge. Hein, ça reste le traducteur de référence des travaux de l'anarchiste Victor Serge. Il a aussi un grand travail d'intellectuel organique, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une figure importante de la New Left anglaise. Hein. Il a été militant communiste, trotskiste, anti-stalinien, et il a beaucoup écrit de comptes rendus dans des petits journaux spécialisés. Et il a beaucoup écrit sur des tas de domaines différents, ce qui montre une culture extraordinaire qu'il avait, un peu comme dans les situations de Sartre, si vous voulez, où il écrit sur le cinéma, sur la philosophie, sur la politique, sur la situation américaine, enfin, sur beaucoup de sujets différents, avec beaucoup, à chaque fois, d'érudition. Et enfin, il a un travail plus philosophique, hein, que je vais commenter ce soir, à partir d'articles et d'un grand livre, un seul livre, un grand livre, publié juste avant sa mort en 1982. Alors, je vous renvoie pour ceux que ça intéresse, pardon, à un site où tous ces textes ont été regroupés. Je l'ai beaucoup utilisé, ce site. C'est un site vraiment formidable. Vous avez toutes les archives de Peter Sedgwick qui sont regroupées là, notamment ses textes
parus dans les magazines socialistes, et puis aussi certains textes philosophiques. Alors, parlant de ces textes philosophiques, hein, il est l'auteur de plusieurs articles dans des revues qui sont plutôt confidentielles à l'époque, au début des années 70. D'abord, un article sur Laing, je vais parler de Roland Laing, qu'il a côtoyé, un article de 1971, donc du psychiatre flamboyant anglais, enfin écossais plutôt, qu'il a côtoyé mais dont il s'est très vite méfié. Alors, il a peu parlé de David Cooper, son acolyte, hein, dont il devait se sentir un peu plus proche d'un point de vue politique et intellectuel. Donc, long article d'une trentaine de pages. Puis ensuite viennent deux articles qui sont véritablement des articles de philosophie de la médecine. Mental Illness is Illness de 1972 et Illness Mental and Otherwise en 1973. Enfin, ces articles sont repris et intégrés dans son seul et grand ouvrage, paru en 1982, quelques mois seulement avant son suicide. Alors, un livre vraiment important, hein, qui a connu plusieurs rééditions en anglais depuis 1982. Je vous ai mis les différentes rééditions. Aucune traduction en français pour l'instant n'existe, malheureusement, hein. Mon intention l'année prochaine, avec mon collègue Christophe Alsalé, serait de le traduire en français. Voilà, on a commencé à discuter avec des éditeurs, hein, de le publier en français dans la mesure où je pense, et Christophe aussi, nous pensons que c'est un livre vraiment important qui mériterait d'être mieux connu du public français, là où il a toujours été bien connu du public alors, anglophone et même à moindre mesure américain. Je vous en dirai les raisons. Alors, quel est le but de ce livre? En gros, le but du livre de Sedgwick, c'est de voir clair dans le jeu des antipsychiatres, de ceux qui sont rangés sous la bannière de l'antipsychiatrie. Donc c'est un gros livre, hein, comme vous le voyez, hein, là c'est la page la table des matières. C'est un livre imposant de plus de 300 pages qui rassemble donc les articles qui sont remaniés, écrits pour toutes les années 70. Et c'est un livre divisé en deux parties très très inégales. Une première partie intitulée Antipsychiatrie, qui est composée de 6 chapitres, et une deuxième partie plus courte, hein, Psychiatrie et libération, un long chapitre qui prend la forme d'une synthèse, en fait, sur les différentes modalités de prise en charge des malades mentaux, tout en s'affirmant comme un essai politique sur la défense des droits et des intérêts des patients. Et d'ailleurs, c'est à ce titre, hein, que Sedgwick reste une figure de référence en Angleterre et ailleurs dans le mouvement des droits des patients psychiatrisés. Hein, c'est une grande référence dans les Mad Studies, dans les Mad Pride, etc. À ce titre, parce que c'est l'un des premiers à avoir insisté sur l'importance politique des associations de patients d'usagers de psychiatrie. Alors, je vais néanmoins, ce soir, hein, me concentrer sur la première partie du texte, hein, le premier long chapitre qui se confronte à la question philosophique de la définition du trouble mental, et puis les chapitres suivants, qui est un passage en revue des principales figures de l'antipsychiatrie des années 60 et 70, de manière un peu critique. Donc voilà le plan de mon exposé, hein. D'abord commenter cette proposition étonnante, mental illness, pardon, is illness. Et puis ensuite, Peter Sedgwick et l'antipsychiatrie, hein, comment expliquer que ce militant marxiste critique par sa gauche l'antipsychiatrie quand on sait que l'antipsychiatrie était majoritairement un mouvement de gauche, comme on dit, dans les années 60 et 70. On verra que c'était un peu plus compliqué. Alors, avant de commencer mon analyse, hein, je voudrais, pour ceux qui sont familiers, qui ont suivi le DU de philosophie de la psychiatrie, vous connaissez ces références, hein, partir de ma première découverte de Sedgwick. J'ai découvert Sedgwick au moment de ma thèse, donc ça remonte à maintenant il y a très longtemps, notamment dans un texte vraiment important en philosophie de la psychiatrie, qui est le texte du philosophe américain Jerome Wakefield, donc The Concept of Mental Disorder de 1992, texte sur lequel je suis souvent revenu, et notamment quand je l'ai traduit en français plus tard. Et dans ce texte, hein, vous voyez, je l'ai mis en jaune, il y a une page entière qui est consacrée à Sedgwick, hein. Son nom revient à plusieurs reprises. Et vous avez deux grandes citations de Sedgwick qui apparaissent dans ce texte qui a été énormément commenté en philosophie de la psychiatrie. Alors pour rappel, ou pour ceux qui ne connaissent pas le texte de Wakefield, hein, Wakefield dans son texte présente et discute 7 grandes conceptions différentes
de la notion de trouble mental, comment on peut concevoir le trouble mental, en partant des conceptions les plus sceptiques jusqu'à la dernière position qu'il défend, qui est une position hybride, hein, la position du dysfonctionnement préjudiciable. Donc, il commence par réfléchir sur les positions les plus sceptiques, hein, radicales, qui consiste à dire que la maladie mentale n'existe pas, est un mythe. Et puis, il y a la deuxième approche, qui est moins radicale, mais qui le reste tout de même beaucoup, hein, c'est l'idée que le trouble, et le trouble en général et le trouble mental en particulier, serait à voir comme un concept de pur jugement de valeur. Ce serait un jugement de valeur, hein, que la maladie somatique le serait aussi. Donc c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, je reviendrai, hein, pour ceux qui connaissent cette tripartition, le camp des normativistes forts. Alors, pour défendre sa position, Jerome Wakefield produit deux citations de Sedgwick à l'appui, en disant, bah voilà, Sedgwick, on peut le ranger dans le camp des normativistes forts, c'est-à-dire de ceux qui considèrent que la maladie est un pur jugement de valeur, qui a aucune base factuelle. Donc, première citation, hein, je la traduis à la volée, vous voyez, c'est celle qui apparaît. Les antipsychiatres ont fait remarquer, à juste titre, que les catégories psychopathologiques sont empreintes de jugement de valeur et que la maladie mentale est une forme de déviance. En revanche, les antipsychiatres eux-mêmes se trompent dans leur critique lorsqu'ils imaginent que la médecine somatique serait essentiellement différente dans sa logique de la psychiatrie. Bon. Et puis, l'autre citation très importante, donc ça c'est la première, c'est celle-ci, alors sur laquelle je me suis beaucoup penché, beaucoup de philosophes se sont penchés parce qu'elle est assez intrigante. Voilà ce qu'écrit Sedgwick. Il n'y a pas de maladie dans la nature. La fracture du fémur d'un septuagénaire n'a pas plus d'importance dans l'ordre de la nature que le détachement en automne d'une feuille de son rameau. Et la contamination par les germes du choléra d'un organisme humain ne porte pas davantage en soi le sceau de la maladie que celle du lait qui tourne sous l'action d'autres espèces de bactéries. D'accord. Et donc Wakefield, à ce moment de son texte, hein, se fait fort de remarquer bah, que le détachement d'une feuille en automne, c'est pas un processus pathologique, c'est un processus physiologique normal pour les arbres feuillus, et que du coup la remarque, l'analogie de Sedgwick, hein, rate ce qu'il y a de spécifique dans la caractérisation d'un phénomène pathologique, c'est-à-dire, selon Wakefield, l'idée d'un dysfonctionnement biologique. Il n'y a pas de dysfonctionnement biologique dans l'exemple pris par Sedgwick, donc il se tromperait de cible. Je reviendrai là-dessus. Alors, mon autre grande découverte de Sedgwick, donc première découverte quand je travaillais sur la notion de trouble mental, la véritable découverte de l'œuvre de Sedgwick, hein, le deuxième mouvement de découverte, et là de grande surprise, ça a été bah, en travaillant aux sources de cet essai, hein, c'est-à-dire quand j'ai travaillé sur mon HDR, autour de l'antipsychiatrie, à partir de l'excellent livre que je ne peux que recommander, hein, de Nick Crossley, qui est Contesting Psychiatry, qui est vraiment un livre de référence sur l'antipsychiatrie anglaise en particulier. Et j'ai été vraiment frappé de découvrir que, bon, voilà, Sedgwick était marxiste, d'accord, mais qu'il était arrangé du côté des critiques de l'antipsychiatrie. Non pas du côté des antipsychiatres, mais des critiques de l'antipsychiatrie. Donc vous voyez, quelque chose de très bizarre où vous avez quelqu'un qui est rangé du côté des normativistes forts, qui disent que les maladies n'existent pas, etc. Et de l'autre côté, quelqu'un qui, en même temps, est du côté des critiques de l'antipsychiatrie. Et puis, je découvrais cette citation assez incroyable que j'ai reprise dans mon essai parce qu'elle est tout à fait stupéfiante, hein. Je la traduis en français, vous voyez apparaître là en anglais. La quasi-totalité de la gauche, ainsi qu'une énorme proportion du lectorat dans les sciences humaines et sociales, étaient convaincus que Ronald Lang et son groupe de collègues étaient parvenus à rendre compte de manière nouvelle et extrêmement fine de ce que signifiait réellement l'expérience psychotique. Rarement on a vu une telle minorité de chercheurs d'avant-garde, opposés à l'orthodoxie et l'autorité d'une science appliquée, parvenir en si peu d'années à imposer leur domination culturelle et même politique sur les cercles progressistes d'un public qui a pourtant la prétention de faire preuve de discernement en matière d'idées. Donc, vous voyez, charge très très virulente en fait, et ça m'a stupéfait à l'époque, et c'est ainsi que j'ai entamé une lecture très attentive de son livre, Psychopolitics, et que j'ai découvert là une position que je trouvais beaucoup plus circonspecte, complexe que le résumé que j'en avais eu, et d'autres très intéressantes hein, dans sa manière d'articuler les questions d'ordre épistémologique avec les questions plus politiques. Alors, je commencerai par présenter pourquoi sa position est originale et pourquoi elle me semble vraiment contribuer au débat philosophique sur la définition du trouble mental. Il a en quelque sorte, Sedgwick, une position d'outsider,
et qui malheureusement a été très peu commenté. Donc le point de départ en fait de Sedgwick, c'est une insatisfaction. De dire, mais en fait, quand on réfléchit sur ce problème de la folie, du trouble mental, etc., on focalise beaucoup trop sur mental, en croyant que c'est là que se joue la difficulté, et pas assez sur illness. Qu'est-ce que c'est que la bonne définition du phénomène pathologique, d'une maladie en général, avant de définir une maladie psychiatrique? Et Wakefield, à cet égard, est sur la même ligne hein, que Sedgwick, et il a aussi raison de souligner que le cœur de la position de Sedgwick consiste justement à dire que les maladies n'existent pas dans la nature. Donc c'est tout à fait frappant de dire que les maladies n'existent pas dans la nature. Donc Sedgwick adopte une position qu'on pourrait caractériser d'antinaturaliste. D'accord, antinaturaliste. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est vraiment antinaturaliste? Est-elle cette position sceptique pour autant? Qu'est-ce que ça signifie de dire? Est-ce que ça signifie que pour Sedgwick, la maladie serait un pur jugement de valeur? S'il n'y a aucune base factuelle, vous voyez que... voilà. Est-ce que c'est ça sa position? En fait, ma conviction, et ça partait vraiment de travaux très anciens chez moi, hein, qui s'est affirmé au sujet de ce débat en philosophie analytique, hein, qui est vraiment important dans le courant des années 70, c'est qu'en fait, tout le problème vient qu'on a accordé beaucoup trop de place à deux positions pures et opposées, qui seraient d'un côté l'objectivisme, l'idée qu'il y aurait une position purement factuelle qu'on pourrait trouver, et de l'autre côté le normativisme fort, qui serait là où on trouve des purs jugements de valeur. Je pense que Wakefield se range à tort euh, du côté de cette tripartition proposée par Bourse d'abord, et Wakefield range aussi Sedgwick à tort du côté des normativistes forts sur la simple déclaration que les maladies n'existent pas dans la nature. Je pense que Wakefield, là-dessus, reste tributaire de cette tripartition boiteuse qui a polarisé le débat philosophique entre deux positions qui sont épistémologiquement extrêmes, voyez, entre les faits d'un côté et les valeurs de l'autre, mais qui a tendu à mettre à l'arrière-plan les considérations politiques qui étaient tout à fait centrales dans ce débat philosophique des années 60-70. Hein. À partir de là, si vous voulez, mon idée, mon hypothèse, c'est que le débat est devenu de plus en plus technique sur le plan philosophique et académique, au risque de reléguer les questions politiques les plus importantes qui étaient au cœur même de cette réflexion au début. D'accord? Un exemple, hein, c'est Bourse, quand il écrit son texte en 1975, a clairement le thème de l'homosexualité en tête, dans la mesure où son texte est écrit directement après la dépathologisation de l'homosexualité par le DSM-2 en 1973. D'accord? Et donc il a ça en tête. Et Bourse écrit à un moment quelque chose de tout à fait étonnant, hein, c'est ce que j'ai encadré là. Il dit, bah voilà, il dit, l'une des questions, à côté de savoir si l'homosexualité est ou pas une maladie, disease, il faut aussi se demander quelle différence ça fait si c'est le cas. Autrement dit, Bourse nous invite à bien distinguer la question philosophique, théorique, est-ce que c'est disease tout ça, et puis la question des usages sociaux, est-ce que les homosexuels peuvent avoir accès aux droits, est-ce que ils méritent ou pas d'être stigmatisés, etc. Et il pense, Bourse, que la question théorique du statut médical de l'homosexualité serait sur le fond assez indifférente au niveau des pratiques sociales et des droits politiques. D'accord? C'est une position qui est tout à fait conséquente sur le plan théorique, mais qui, à mon avis, est très naïve sur le plan social et politique, hein, sans avoir attaqué Christopher Bourse d'avoir des relents homophobes. Mais en tout cas, l'idée qu'on puisse séparer comme ça ces deux questions et qu'elles seraient indifférentes me semble, en tout cas d'un point de vue politique, extrêmement naïve, puisque de fait, la dépathologisation officielle de l'homosexualité a joué un rôle majeur dans sa normalisation sociale au sein des sociétés occidentales depuis maintenant plus de 50 ans. Donc là, il y avait un enjeu philosophique qui était vraiment décisif. Donc vous voyez, cette question de est-ce qu'on peut isoler la question vraiment épistémologique du contexte sociopolitique? Toute la force et l'originalité de Peter Sedgwick, c'est justement de sortir ce débat de l'ornière fait-valeur pour ne pas réduire le terme de valeur à sa dimension morale, comme c'est trop souvent pris dans le débat en philosophie analytique, et de le rapporter plutôt à la dimension politique. Hein, voilà ce qu'écrit Peter Sedgwick. Hein. L'entreprise médicale, alors il ne parle pas du tout du concept, hein, il parle de qu'est-ce que c'est que de soigner des gens, c'est dès le départ chargé de valeur value loaded.
C'est pas simplement une biologie appliquée, mais une biologie appliquée conformément aux exigences de l'intérêt social. Ça a l'air de rien, c'est très très important ce bout de phrase à la fin. A biology applied in accordance with the dictates of social interest, qui a un intérêt social si la médecine existe. Et la question, c'est de savoir c'est quoi cet intérêt social. Est-ce qu'il s'agit, comme dirait Foucault, de défendre la société? Est-ce qu'il s'agit de guérir des individus souffrants? Voilà. Et donc, pour Sedgwick, hein, je vais pas essayer de trop m'attarder sur cette première partie, hein, sinon je vais être trop long, mais pour Sedgwick, la solution au problème définitionnel de la maladie mentale consiste à appréhender le concept de maladie mentale comme un concept épais, en fait, au sens où on peut dire qu'il a une composante de valeur, et plutôt du côté des valeurs politiques, et une composante aussi factuelle. Et l'originalité de Sedgwick, c'est de dire que cette épaisseur n'est pas tant morale que politique ou sociale. C'est-à-dire qu'en fait, une fois n'est pas coutume, il faut avoir ici une position conséquentialiste. Alors, c'est un peu technique, hein, mais ça veut dire qu'on ne peut pas séparer in abstracto la considération que X est une maladie des objectifs normatifs concrets qu'on se fixe ou qui sont fixés par la société pour remédier à X. C'est-à-dire quand on dit que quelque chose, fibromyalgie, endométriose, tout ce que vous voulez est une maladie, il y a toujours un engagement politique dans ce qu'on veut, ce qu'on attend des soignants, des patients, dans la prise en charge, dans la manière de remédier à X. D'accord? C'est il y a une approche conséquentialiste et donc il y a des jugements de valeur. Comme je le dis à un moment, hein, je suis content de cette formule, hein, la guillotine de Hume est criminelle en médecine. D'accord? Et en fait, si vous me suivez bien, hein, la position de Sedgwick, en réalité, est très proche de celle de Canguilhem dans le normal et le pathologique, puisque Canguilhem déjà, hein, dans Normal et Pathologique, disait que dans Pathologique, pathos vient avant logos. C'est exactement cette idée, hein. C'est le pathos, écrivait Canguilhem, qui conditionne le logos parce qu'il l'appelle. Ça revenait à rappeler la priorité historique et aussi institutionnelle de la souffrance subjective sur la caractérisation des institutions de soins, hein. Comme disait très joliment Canguilhem, c'est d'abord parce que les hommes se sentent malades qu'il y a une médecine. D'accord? Et donc, le point important, c'est de reconnaître, si vous voulez, cette priorité institutionnelle de l'institution médicale sur la définition des maladies. Hein. Et vous comprenez maintenant en quel sens on peut dire qu'il n'y a pas de maladie dans la nature, simplement parce qu'il n'y a pas d'institution médicale dans la nature. Ça semble très simple comme solution, et pourtant c'est une solution que je trouve très très profonde. Donc, si on lit Sedgwick, hein, voilà ce qu'il écrit. Donc c'est moi qui traduis. Mon analyse ne porte pas sur la technologisation de la maladie, ni sur la médicalisation des valeurs morales. Hein, c'est souvent sur ça que portent les débats, hein, qui est, Sedgwick lui-même précise, tendance tellement prégnante dans les pratiques psychiatriques qu'il est à peine nécessaire de le rappeler ici, mais bien plutôt sur la politisation des objectifs médicaux. D'accord? Vous voyez, mon analyse porte sur la politisation des objectifs médicaux. Et en fait, ce que Wakefield, à mon sens, n'a pas bien perçu dans la lecture qu'il propose de Sedgwick, c'est que Sedgwick n'est pas un sceptique, et qu'on a tort de le ranger du côté des normativistes forts. Sedgwick renvoie dos à dos les naturalistes et les normativistes forts. Donc il est un antinaturaliste, mais il critique aussi les normativistes forts, qui ont pour point commun de négliger, justement, la dimension intrinsèquement institutionnelle de la catégorie de maladie. Il faut, selon Sedgwick, redonner son équilibre initial à la catégorie de maladie, et donc redonner aussi son équilibre initial à la citation que produit Wakefield, hein, qui ne se contente pas de suivre la ligne des antipsychiatres en la poussant jusqu'au bout. Hein. Vous voyez, les antipsychiatres ont fait remarquer à juste titre, etc. Mais il y avait une partie de la citation qui manquait chez Wakefield et qu'il faut rétablir. La voici en rouge. Les psychiatres physicalistes ont tort de croire qu'ils peuvent trouver des entités pathologiques objectives qui seraient des analogues psychopathologiques du diabète, de la tuberculose ou de la parésie post-syphilitique. Donc Wakefield passe trop vite sur le point précis de l'argument de Sedgwick sur le fait qu'il n'y ait pas de maladie dans la nature. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas du tout que Sedgwick se concentre sur l'idée de dysfonctionnement biologique ou pas. Ça signifie simplement, quand il dit qu'il n'y a pas de maladie dans la nature, qu'il y a une indifférence axiologique de ce qu'on peut caractériser comme une maladie dans la nature. Il n'y a pas d'institution de soins, donc il n'y a pas de maladie. Pour comprendre ça, Sedgwick prend un très très bel exemple, qui est l'exemple du mildiou. Alors, c'est pas lui qui l'invente, il le reprend
à un livre important de son époque de l'agronome franco-américain René Dubos dans The Mirage of Health, qui est paru en 1959. Et donc une lecture qui a vraiment influencé Sedgwick. Et Sedgwick fait remarquer, en reprenant Dubos, que le mildiou, hein, je cite, le mildiou qui frappe le maïs ou les pommes de terre est une invention humaine, car si l'homme souhaitait cultiver des parasites plutôt que des pommes de terre ou du maïs, on pourrait dire des vignes en France, il n'y aurait pas de mildiou, mais simplement l'alimentation nécessaire à une culture parasitaire. Donc vous voyez, dans le pur jeu de la nature, ce qui fait le malheur des organismes d'une espèce peut être la condition de survie des organismes d'une autre espèce. D'accord? Et tout le problème, selon Sedgwick, c'est, je le cite à nouveau, hein, que nous sommes aujourd'hui si profondément endoctrinés par tout ce qui dérive des découvertes techniques médicales du siècle et demi dernier, que nous sommes conduits à penser que la nature contient des maladies. Hein, toute notre difficulté, c'est c'est la gloire de la médecine moderne d'avoir trouvé des solutions très très efficaces, et l'efficacité de la médecine nous amène ontologiquement à penser qu'il y aurait des maladies dans la nature. Alors, on pourrait attaquer Sedgwick en disant, mais quand il fait ça, il tombe dans une forme d'anthropocentrisme, ou même il tomberait dans ce qu'aujourd'hui on appelle l'erreur spéciste, puisque aujourd'hui, beaucoup de philosophes et de médecins et de vétérinaires sont d'accord pour dire, ben, les animaux non humains, eux aussi peuvent avoir des maladies. Il y a plein de maladies qui concernent les animaux non humains et les plantes. On parle de maladies des plantes. Euh, Ça poserait pas de difficulté, cette objection à Sedgwick, puisque bien évidemment, il dirait les animaux non humains, les plantes, peuvent ressentir toutes sortes de souffrances, hein, ils sont en capacité de sentience, comme on dirait aujourd'hui, et leurs organismes sont tout aussi vulnérables que les nôtres aux contaminations virales, bactériennes, aux dysfonctionnements en tout genre, aux affres du vieillissement, etc. Donc ils peuvent même trouver des gestes et des parades diététiques pour rester en bonne santé. Seulement, et c'est un point important, la description de ces fragilités naturelles ne prend une coloration normative que quand on y appose chez les humains l'étiquette de maladie. Et cette coloration dérive moins d'une essence éternelle du concept de maladie qu'on pourrait trouver dans la nature que du rapport historique que nous entretenons à cette institution très particulière qu'est la médecine. Alors, trois preuves textuelles, j'ai presque fini cette première partie, que j'espère ne pas être trop longue, que on a tort de ranger Sedgwick dans la catégorie des normativistes forts, et qu'on ferait mieux de le mettre dans la catégorie des objectivistes circonspects. D'abord, quand il affirme que la caractérisation d'un état comme pathologique implique à la fois un jugement normatif et une tentative de contrôle rationnel par le gré d'une explicitation, d'une explication, hein, ce sont des citations de Sedgwick. Deuxième preuve, quand il écrit, malgré, je traduis, malgré la variété des conceptions de la maladie qu'on peut observer d'une culture à l'autre, la désignation d'une maladie semble inclure, en plus de la composante normative dont on a parlé plus haut, une quête, a quest for explanation, une quête d'explication, ou du moins la délimitation descriptive de certains types de facteurs causaux. Vous voyez, c'est quand même maladroit de le mettre dans le camp des normatifs, des purs jugements de valeur, quelqu'un qui écrit explicitement ceci. Et troisième citation, que je trouve très belle, hein, toute maladie, qu'elle soit conçue en termes physiques localisés ou dans une perspective plus large du fonctionnement humain, exprime à la fois un jugement de valeur sociale, opposant l'état d'une personne à certaines normes comprises et acceptées, et une tentative d'explication, hein, dans le but de contrôler l'état dévalorisé. Voilà. Trois citations. Donc, même si, ce qui me semble important, c'est que même si les philosophes butent à synthétiser cette conviction sous la forme d'un critère conceptuel simple et unificateur, hein, comme celui de dysfonctionnement biologique d'après Wakefield, pour Sedgwick, ce qu'on appelle maladie n'est pas condamné à n'être qu'un simple jugement de valeur. Ça peut prendre aussi la forme d'une explication scientifique valide et robuste. Alors, la modernité de cette week, hein, me semble, on peut la trouver dans cet article paru cette année, dans la revue Philosophy of Medicine. Hein, c'est un article un papier qui est sorti il y a 2 ou 3 mois maintenant, ou il y a 6 mois, je ne sais plus, en tout cas cette année, avec cette hypothèse très ancienne, mais qui obtient de plus en plus de force dans la communauté des philosophes, à laquelle je me rallie tout à fait. L'idée que la maladie ne doit pas être vue comme un real kind, comme quelque chose qu'on pourrait voir dans la nature, justement, mais comme un institutional kind. Vous voyez ce qu'écrit l'auteur ici. Anne Tutmang, j'espère que je prononce bien ce nom. Donc une catégorie qui serait constitutivement dépendante
et intégrée aux institutions sociales. Eh bien, cette position défendue aujourd'hui, c'est très exactement celle que visait Sedgwick quand il écrivait qu'il n'y avait pas de maladie dans la nature il y a maintenant 50 ans. Voilà. Donc j'espère vous avoir convaincu que Sedgwick est un auteur majeur en philosophie de la psychiatrie et qui mériterait aujourd'hui sa place dans ce débat très important du normal et du pathologique. Et je passe. Il me reste combien de temps, Jean-Arthur, que je sache un petit peu, pour pas être trop long? Alors, déjà, merci, c'est hyper clair, donc on voit pas le temps passer, donc on n'a pas l'impression que ça fait, oui, trois quarts d'heure. D'accord. Je pense que il peut te rester une demi-heure. Ouais, donc je vais essayer de tenir en 20 minutes. Bon, je vais un peu vite, je suis désolé. Non, On y mais, reviendra. Je préfère qu'on laisse du temps pour la discussion. On y reviendra rapidement. non, mais je Euh, pense que tu emmènes tout le voilà. monde et que personne n'est épuisé de t'écouter. Donc, en fait, Bon. si tu tiens, nous, on est reparti pour la deuxième partie avec plaisir, quoi. Alors, deuxième partie, donc assez différente, hein, je tenais à insister, puisque justement c'est un DU de philosophie de la psychiatrie, et vous avez compris mon ambition qui était de montrer que on aurait bonne raison de ranger Peter Sedgwick parmi les auteurs décisifs à côté de Canguilhem, de Wakefield et de Bourse sur cette question, et qu'il a une approche très très moderne, beaucoup plus, voilà, une approche qu'on pourrait dire, certains diraient pragmatiste, je préfère l'appeler institutionnelle. Donc cette idée de institutional kind que je trouve très très pertinente pour décrire son approche. Et cet auteur, donc vous voyez, c'est toute une première partie étonnante de son livre, s'appuie sur ce travail ensuite pour critiquer l'antipsychiatrie qui justement a eu trop souvent tendance à critiquer les fondements même du concept de maladie mentale, ce que ne fait absolument pas Peter Sedgwick. Donc Peter Sedgwick, ce qui est assez étonnant dans son livre, et ce qui le met en porte-à-faux par rapport à beaucoup d'auteurs de son époque, c'est qu'il adopte une position clairement pro-science, comme on dirait aujourd'hui. Il adopte une position pro-science à son époque, hein. Il le dit à plusieurs reprises, hein, qu'il préfère Russell à Mark Hughes. Il en fait une analyse très très fine à l'époque. Et ce qu'il reproche souvent, hein, c'est la citation que je donne là, c'est que considérer la psychiatrie uniquement comme une idéologie conduit à la détacher de son rapport à l'histoire des sciences, voire à tomber dans le piège relativiste plus large qui identifie science à idéologie, ce qui revient à nier toutes les conquêtes du raisonnement expérimental. Vous voyez? Et je le rejoins entièrement aujourd'hui encore là-dessus. Et c'est en cela que Peter Sedgwick me semble être un auteur important pour penser les impasses de la crise institutionnelle que traverse aujourd'hui encore la psychiatrie. Et son idée, hein, si je résume sa critique de l'antipsychiatrie, c'est de dire que, pour faire simple, alors, au risque d'être caricatural, hein, que les antipsychiatres ont été les idiots utiles de la vague désastreuse de fermeture des asiles commandée par le tournant néolibéral des années 70. Hein, comme il l'écrit, l'hégémonie du mouvement antipsychiatrique au sein de l'intelligentsia libérale et radicale des années 60 a coïncidé. J'ai mis en rouge, hein, c'est important en coïncider, ça veut dire attention, ils ne sont pas responsables. C'est juste qu'il y a eu quelque chose qui a été un tournant ambivalent. Donc ça a coïncidé avec le déclin de l'État-providence et la dilapidation délibérée de la structure des hôpitaux psychiatriques. La conséquence a été l'incapacité de renouveler les traditions de la psychiatrie sociale en dehors d'un secteur très limité. Je trouve cette citation lumineuse extrêmement importante, hier comme aujourd'hui, sur le caractère, sur une forme d'éthique de la responsabilité, si vous voulez, pour parler comme Weber, qu'on doit avoir par rapport au positionnement théorique sur la psychiatrie d'hier et d'aujourd'hui. Alors, petit écho, petit aparté, puisque je parle de recommandations de lecture pour l'été, puisqu'il parle de la psychiatrie sociale, hein. Un des grands livres parus en 2023, qui a été vraiment important pour moi aussi, c'est The First Resort, hein, de Matthew Smith, sur l'histoire de la psychiatrie sociale aux États-Unis, comment elle a complètement disparu dans les années 60-70. Et peut-être que l'une des grandes crises de la psychiatrie aujourd'hui, c'est cette disparition et cette difficulté à la faire renaître aujourd'hui, autrement que sous une forme d'appel un peu pieux à mieux prendre en compte ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, etc. Donc je pense que là, il y aurait un vrai programme de recherche à construire sur qu'est-ce que c'est que la psychiatrie sociale et à quoi elle pourrait ressembler aujourd'hui. Voilà, mais c'est une parenthèse, juste pour vous donner une idée, hein, des clés
de ce qui se joue derrière cette critique de l'antipsychiatrie des années 60-70, qui évidemment avait partie liée à ce mouvement de la psychiatrie sociale, puisque bien évidemment, que ce soit en Italie avec Basalia, que ce soit en France avec la psychiatrie, la psychothérapie institutionnelle, tout ça mérite d'être inscrit dans une forme de psychiatrie sociale. Bon, voilà, l'expérience aussi du 13e arrondissement à Paris, etc. Donc beaucoup d'expériences très différentes qui mériteraient d'être rangées là-dedans. En tout cas, si on revient à Sedgwick, ce qu'il produit dans son livre, hein, dans ce que j'ai mis là, c'est une critique très détaillée et extrêmement perspicace des principales figures intellectuelles de l'antipsychiatrie des années 60 et 70. Alors, il est très d'accord avec eux, avec ces différents auteurs sur le plan pratique, mais il va se détacher vraiment sur le plan théorique à différents niveaux. Et on peut voir Sedgwick d'une certaine manière comme un défenseur du modèle médical de la psychiatrie. Entendu de manière très large, hein, pas du tout forcément d'un point de vue strictement biologique. On pourra y revenir dans la discussion. Alors, il commence par critiquer Erving Goffman, qui est l'une des grandes figures sociologiques de l'antipsychiatrie américaine. Alors, je vais peu m'attarder là-dessus je vais aller assez vite, hein. Il écrit un chapitre d'une vingtaine de pages qu'il consacre à Erving Goffman. Alors, au moment où Goffman vient de mourir, puisqu'il meurt en 1982 d'un cancer. Et sa critique, d'abord, elle repose sur plusieurs points. C'est d'abord donc sur trois points principaux, si j'essaie de synthétiser. Le fait que Goffman rejoue un dualisme implicite entre le corps et l'esprit quand à chaque fois qu'il parle, pardon, des symptômes mentaux et des maladies mentales. Donc là, Sedgwick, là aussi, est très perspicace parce que c'est une critique qui va être souvent refaite par la suite chez les sociologues quand on travaille sur Goffman. La deuxième critique très intéressante qu'il adresse à Goffman, et notamment à son livre majeur hein, que j'ai mis là, qui reste un livre très important, qui est Asile, c'est le fait que Goffman a une description très essentialisante du fonctionnement asilaire, comme si l'asile dans sa structure ne pouvait être une institution totale, ou totalitaire, on pourrait dire, hein, on préfère souvent dire totale, et qu'elle ne pourrait en aucun cas être améliorée. Il donne aucune piste pour qu'on puisse envisager quelque chose qui serait un meilleur asile, ou un asile qui serait vraiment salutaire pour les patients qui s'y trouvent. Et Sedgwick hein, rappelle que même sa description est un petit peu anachronique dans la mesure où, déjà dans les années 50, les spécialistes hein, parlent de la revolving door, c'est-à-dire de la porte-tambour, qui fait que loin de faire des carrières dans des hôpitaux psychiatriques où on rentre pour rester 15, 20, 25 ans, déjà dans les années 50, hein, il y a les durées de séjour sont drastiquement réduites dans les asiles américains et très vite, hein, dans les années 60, c'est de l'ordre de mois et puis bientôt de l'ordre de quelques jours. Hein, comme il écrit de manière très ironique, Sedgwick, une institution totale qui exerce une emprise aussi brève sur ses résidents, qui en fait réussit généralement à les resocialiser pour les remettre dans un environnement extérieur plutôt qu'à les engloutir en son sein, ne peut pas être aussi totalement totale. Vous voyez, il questionne les concepts mêmes qui ont fait le succès d'Erving Goffman. Et enfin, dernière critique qu'il adresse à Goffman, qui est très subtile, là, très théorique, hein, c'est son positionnement idéologique, dans la mesure où il montre que toute la sociologie de Goffman repose sur une forme de fatalisme individualiste, et fatalisme individualiste qui est un petit peu, qui alimente, si vous voulez, une forme de conservatisme politique. Alors, Goffman a été une figure politique très importante et courageuse, hein. Il a pris des positions très courageuses sur la guerre du Vietnam. Mais voilà, il était loin d'être un communiste fervent comme l'était Peter Sedgwick. Et il a toujours défendu une théorie microsociale du soi stable qui est un petit peu ambivalente quand on la traverse quand même. Qu'est-ce que c'est que le soi stable dans une société conformiste, etc. Voilà pour Goffman, hein. Je vais assez vite pour qu'on ait de la place pour la discussion. Alors, la figure centrale dans le livre de Sedgwick, c'est celle de Laing. Alors, peut-être que certains, les plus jeunes qui nous écoutent, ne connaissent pas Laing. C'est une figure qui a été oubliée, mais qui a été absolument décisive dans le moment des années 60-70, hein. C'était à l'époque peut-être le psychiatre le plus connu dans le monde entier.
Leng. C'était vraiment quelqu'un qui était un gourou, un intellectuel, un phénomène de mode. Et Sedgwick a été un observateur très attentif de la carrière vraiment météorique de son compatriote. Et il en fait une critique très très longue, hein, qui est vraiment un livre dans le livre. Et la critique principale qu'il adresse à Leng, c'est en gros de dire qu'il n'y a jamais eu de colonne vertébrale chez Leng, qui s'est toujours accordé, qui a toujours accordé ses positions au courant d'air de l'époque, hein. Marxiste quand il fallait être marxiste, mystique quand il fallait être mystique, bouddhiste ensuite. Et c'est pareil pour ses textes qui mêlent un peu de tout. Cette semaine-là, j'ai eu la chance d'être dans le jury d'un très beau mémoire d'une étudiante, Jade Canilas, pour la citer, de l'université Paris-Sorbonne, qui a fait tout son mémoire sur l'antipsychiatrie anglaise de Ronald Lang et David Cooper. Et c'est intéressant de revoir justement la lecture de ces textes, hein, qui ont pris un peu la poussière, mais qui étaient très très intéressants dans le type de synthèse vraiment particulière qui était proposée entre l'école de Palo Alto, entre la Labyrinth Theory, etc. Alors, Lang, d'ailleurs, hein, vous le savez peut-être, hein, est l'un des seuls psychiatres au XXe siècle à avoir son biopic. Hein, 19e, il y en a pas mal. Freud, il y a eu je sais pas combien de films sur Freud. Il y en a eu quelques-uns sur Charcot. Récemment, il y en a eu un sur Fanon, que j'ai pas encore vu d'ailleurs. Mais Lang, lui, a son biopic, un Mad to be Normal, qui est un bon film. Hein, ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille. Alors, qui donne seulement, on pourrait être regardant sur certains détails historiques de la biographie de Leng, hein, ça reste un peu hagiographique, mais ça montre en tout cas cette période très très ambivalente et cette figure étonnante qu'était Leng. Alors, Leng a vraiment été un phénomène de mode. Comme je vous ai dit, Sedgwick l'a connu et très vite a été lassé et même irrité par les positions très clinquantes de cet antipsychiatre, hein, de ce phare de l'antipsychiatrie. Voilà comment Sedgwick résume le travail de Leng, hein, quand il écrit The Divided Self et The Politics of Experience. Les centaines de milliers de jeunes lecteurs qui ont acheté et absorbé les bribes d'autobiographie psychédélique de The Politics of Experience ont découvert pour la première fois de leur vie quelqu'un qui manifestement détient une autorité médicale, hein, c'est un médecin, mais qui, contrairement à la plupart des médecins et des scientifiques, n'a pas peur de philosopher, de citer ou d'écrire de la poésie, d'exprimer des émotions puissantes et profondes, susceptibles d'exciter ou de choquer ses auditeurs. Donc, vous voyez, critique un peu une forme de romantisme, mais surtout au fait d'une position qui, alors, j'ai pas le temps là de la développer, hein, mais qui va, juge Sedgwick, être très néfaste aux patients, en particulier aux schizophrènes, puisque la position de Leng, dans certains de ses textes, hein, consiste à décrire la schizophrénie comme une forme de renaissance existentielle qui appellerait un cérémonial d'initiation pour permettre un voyage intérieur et que, en gros, le schizophrène serait la grande personne saine dans nos sociétés et on serait tous, nous, des malades conformistes. D'accord? Donc je caricature à peine certaines des positions de Leng. Leng lui-même, hein, à la fin de sa carrière, reviendra sur ses positions et reconnaîtra qu'il a souvent été excessif au détriment des patients. L'un des enjeux de cette critique chez Sedgwick, c'est justement quid de la souffrance des patients. C'est-à-dire que très bizarrement, ces antipsychiatres qui veulent abolir l'institution psychiatrique alors, ont été impliqués dans des expériences originales et intéressantes, comme Kingsley Hall, comme Villa 21, etc., mais qui ont débouché sur pas grand-chose, sur des toutes petites expériences qui ont duré 6 mois, qui ont jamais pris la forme vraiment d'une ambition institutionnelle à l'échelle d'un pays, et qui ont très très vite, en réalité, avorté. Hein, c'est très vite tombé à l'eau. Michel Foucault a le droit aussi à un chapitre très court et très respectueux. Alors là, les reproches sont plus académiques sur Histoire de la folie, je vais vraiment pas le commenter là, mais ce que reproche Sedgwick à Foucault, et je le rejoins aussi, hein, c'est de dire que Foucault joue un jeu contre la psychiatrie dans lequel il ne laisse aucune chance à son adversaire de marquer des points. D'accord? Ce qu'il reproche à Foucault, et Foucault lui-même, hein, a pas été, a eu du mal à se positionner par rapport à l'antipsychiatrie, dans laquelle il s'est jamais tout à fait reconnu.
c'est de pas trop savoir justement où il se situe dans le mouvement des patients psychiatrisés à son époque. Ça, c'est la citation que je viens de lire. Voilà ce qu'écrit Sedgwick au sujet de Foucault. Nonobstant ces intuitions provocatrices et éblouissantes, l'éthos revendiqué dans ce travail particulier du jeune Foucault ne s'accorde que trop bien avec la glorification de la folie et le rejet de la logique scientifique qui allait être à la mode dans la culture de masse de l'antipsychiatrie à la fin des années 60. Là aussi, vous voyez cette lucidité quand même de Sedgwick qui écrit ça au début des années 80. Tout le monde a été d'accord sur ce constat, à commencer par Michel Foucault lui-même, qui reprochait à son premier grand livre hein, une veine un petit peu romantisante. La grande question hein, que pose Sedgwick à Foucault hein, est toute résumée dans cette magnifique citation incroyable, à côté de l'approche un peu romantique que Foucault pourrait avoir à certains moments de la position du fou au Moyen Âge. Voilà ce que Sedgwick répond. Il n'existe aucune Arcadie primitive dans laquelle les malades mentaux peuvent se glisser loin des institutions modernes de soins et d'intervention, car s'il y a un endroit en dehors d'elles où ils peuvent aujourd'hui glisser, c'est dans le caniveau ou au cimetière. Et ce qui est très important, c'est de dire, Foucault a eu raison dans sa radicalité et dans sa manière de militer, hein, puisque Foucault a contribué en France à créer les groupes d'information sur les prisons et aussi les groupes d'information sur les asiles, hein, les GIA, entre 72 et 78. Et donc, Sedgwick trouve que c'est une voie politique tout à fait activiste à consolider, à un bémol près. Et voilà ce qu'écrit aussi Sedgwick, qui dit, bah, le problème, c'est que la mobilisation des malades mentaux, quand ils sont en état de pouvoir agir publiquement, avec leurs amis, hein, de leurs parents aussi et de tous ceux qui participent à leur traitement, constitue une partie indispensable de ce dialogue, hein, c'est-à-dire la mobilisation des malades mentaux, qui, précise Sedgwick, et c'est peut-être ce que négligeait Foucault, qui ne peut exclure la médecine de l'éventail des matériaux qu'elle doit rencontrer et transcender. Citation vraiment importante hein, qu'elle doit rencontrer et transcender. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la médicalisation de la folie, c'est peut-être, comme le dit Foucault, un fait historique et contingent. Mais c'est aujourd'hui une composante irrévocable de notre rapport à la folie avec laquelle il faut composer et avec laquelle les patients eux-mêmes doivent composer. Il y va de leur intérêt de composer avec ce que proposent les psychiatres, une hospitalisation, une psychothérapie, une aide à domicile, des médicaments. C'est-à-dire hein, de s'y entendre un petit peu dans toutes ces matières et de prendre position sur des questions très techniques dans l'espoir d'abord d'aller mieux. Donc vous voyez, position très articulée et très subtile hein, qui renvoie à son positionnement politique à l'époque. Alors Thomas Schacht, enfin, dernier adversaire qu'attaque Sedgwick, hein, qui est l'adversaire numéro un, le seul, le vrai, l'unique, on pourrait dire, puisque c'est l'auteur le plus révélateur des ambiguïtés du mouvement antipsychiatrique dans son ensemble. Donc, dans cet article, hein, qui est un très bel article, Sedgwick commence par resituer Schacht dans son horizon idéologique, c'est-à-dire le darwinisme social et le libertarisme américain, hein, et euh, 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 Sedgwick va être très critique hein, de la solution que propose Schacht, c'est-à-dire abolir la psychiatrie et promouvoir une forme purement contractuelle de la psychanalyse. Et là-dessus, il rejoint très subtilement Foucault dans la critique une certaine forme de la critique de l'antipsychiatrie quand elle prétend mettre en avant la psychanalyse comme une forme qui serait non coercitive de bons soins adressés aux patients. Et Sedgwick hein, se fait fort de remarquer, hein, je le cite, que l'immense autorité dont jouissent les psychanalystes sur leurs patients offre des possibilités extraordinaires d'exercer un pouvoir inégal sur, voire contre, le client défensif. Dans sa forme la plus crue, cette exploitation peut avoir des conséquences financières, comme lorsque l'analyste constitue d'exploiter ses clients pendant des années en les persuadant que des progrès suffisants sont réalisés pour poursuivre les séances, alors que leurs proches constatent que leurs problèmes restent aussi insolubles que jamais. Mais, donc vous voyez,
l'idée de Sedgwick qui a été reprise, c'est de dire, cette forme contractuelle, où est-ce que vous voyez que ça garantit qu'il n'y aura plus aucun pouvoir psychiatrique? Ou, comme le dit Foucault, d'extension de la fonction psy, hein, qui, sous des couverts plus contractuels, produirait une forme de paternalisme développé sous d'autres aspects. Donc, Sedgwick est très très prudent sur ces formes comme ça, clinquantes de critique du pouvoir étatique, qui serait la solution à tous les maux. Et rappelle que Shash n'a en réalité pas grand-chose à proposer pour les gens qui vont très mal, hein, qui souffrent d'addiction, etc., sinon à revendiquer une forme de tragique existentiel. Alors, il montre aussi des ambivalences très très anciennes, hein, de Schacht, hein, notamment quand il fonde l'Association pour l'abolition de l'hospitalisation involontaire en psychiatrie, dans leur journal qui est l'Abolitionniste, hein, qui est leur journal. Et Sedgwick rapporte une anecdote que je reprends dans mon essai sur la conférence inaugurale qui est confiée à un universitaire. Vous voyez ici présenté donc c'est le docteur Hayakawa qui est présenté comme un éminent scientifique, un sémanticien à l'époque, qui était un professeur d'université très très important. Et Sedgwick, qui connaît très bien l'histoire politique de l'époque, rappelle que, bon, bah voilà, vous avez quelque chose qui se met en place, qui défend les intérêts des patients, puisqu'il s'agit d'abolir la coercition, qui appelle un universitaire, à l'époque plutôt vu comme progressiste, etc. Sauf que, sauf que ça n'est pas le cas, puisque déjà à l'époque, Hayakawa est devenu le symbole national du conservatisme autoritaire. C'est l'ennemi des étudiants, puisqu'il a réprimé l'une des plus grandes grèves des étudiants en Californie. Et puis, c'est quelqu'un qui va très vite être un proche collaborateur de Reagan au début des années 80 et qui va opérer des coupes drastiques dans les aides sociales, et notamment dans les aides sociales pour la santé mentale, hein, qui, sous l'époque de Reagan, est réduite d'un tiers. Donc, il faut bien voir la coupe. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'étrange politiquement pour que cet auteur qui monte à la tribune le 2 octobre 1971 pour soi-disant défendre la nécessité de combattre l'internement involontaire en psychiatrie, et quelqu'un qui milite de l'autre côté pour qu'on détruise toute forme d'institution de soins. En gros, qu'est-ce qu'il y a de plus efficace, si vous voulez, pour supprimer les abus de la psychiatrie, que de supprimer la psychiatrie tout court? D'accord? Et ce débat, bizarrement, aux États-Unis, n'est jamais clairement abordé, alors qu'il l'est explicitement en Italie, avec Basaglia, ou en Angleterre, avec David Cooper et les autres. Alors, je conclus, hein. Sedgwick, vous l'aurez compris, propose deux solutions à cette crise que traverse la psychiatrie déjà à son époque. D'un côté, un principe fondamental de toute institution de vie en communauté, qui est la solidarité. De dire, bah, il faut mettre au cœur de la médecine, comme ça l'a toujours été, et au cœur de la psychiatrie d'abord, ce qui devrait aller de soi, le principe de solidarité, et exiger, hein, citation très très belle, hein, exiger pour tous et pour toutes une psychiatrie aussi experte et aussi coûteuse pour les autres qu'on la voudrait pour soi-même. Ça, je pense que s'il y a un élément que chacun devrait avoir en tête, qu'il soit clinicien ou patient, hein, c'est cette idée de vouloir, je répète parce que je la trouve très très belle, très forte, hein, une psychiatrie aussi experte et aussi coûteuse pour les autres qu'on la voudrait pour soi-même. Quand on sait souvent, hein, les ambiguïtés qu'il peut y avoir entre des déclarations officielles sur ce qu'il faut faire en psychiatrie et puis ce qu'on fait en privé quand les siens vont mal. Donc le modèle de solidarité, il le trouve dans le modèle de Gill. Et de l'autre côté, hein, ce qui met en avant, c'est le rôle décisif des associations de patients, hein, le fait que les malades mentaux doivent réussir dans les années 60 à s'organiser pour défendre et revendiquer leurs besoins eux-mêmes. Et là-dessus, il y a une analyse très fine des difficultés, des ambivalences, même des mouvements des usagers, hein. Alors, cette week, hein, c'est la citation que je donne là, dit que ça pourrait évidemment surprendre plus d'un lecteur d'entendre que le socialiste révolutionnaire et marxiste qu'il est prône avec tant de ferveur la mise en place de réformes efficaces dans le champ de la santé mentale. Vous voyez, de ne pas être révolutionnaire, si vous voulez, dans les réformes, mais d'essayer de voir de ce qui marche, ce qui ne marche pas, hein. Il n'aurait pas été tout à fait contre l'idée qu'il existe des HAS, par exemple, pour apprécier s'il y a des techniques qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, dans une approche vraiment scientifique, si vous voulez. Mais ce qui était vraiment important pour lui,
C'est les mouvements précurseurs des mouvements de patients, hein, par exemple le MPU en Angleterre. Et là-dessus, il a un point qui est vraiment important. Donc le MPU, c'est un mouvement qui se forme en 73 en Grande-Bretagne, qui va jouer vraiment un rôle déterminant dans la représentativité de ceux qu'on va commencer à appeler les psychiatrisés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des patients qui très vite vont prendre distance par rapport à la vulgate de l'antipsychiatrie, qui vont dire, mais en fait, loin de nous avoir aidés, ils ont été un petit peu, si vous voulez, des acteurs qui n'ont pas contribué à ce qu'on puisse avoir les moyens d'aller mieux en termes de structure, etc. Sedgwick considère que les mouvements de patients psychiatrisés est indispensable, mais en fin politicien qu'il est, hein, il a été très très impliqué dans tous les mouvements, les micro-partis marxistes de son époque, donc il connaît très bien les clivages, les luttes intestines qu'il peut y avoir, et on le voit aujourd'hui dans les mouvements d'usagers aussi. Il n'est pas du tout naïf sur les dynamiques politiques qu'il peut y avoir aussi dans les groupes de patients. Que évidemment, ça peut se retourner sur des groupes de patients par rapport à d'autres groupes de patients, et qu'on peut très vite, là aussi, glisser de la dénonciation des abus de la psychiatrie à la condamnation de l'usage de la psychiatrie. Et alors, je trouve là, l'une des dernières citations que je vous donne, une citation d'une très grande profondeur, qui me semble très très vraie aujourd'hui encore, quand on pense au mouvement d'usagers, hein, dans la mesure où Sedgwick écrit, les malades mentaux font partie des citoyens les plus discrets, j'aime beaucoup ce mot, hein, discrets, les plus discrets, plus leur état est grave et éprouvant, plus cela est susceptible d'entraver les possibilités d'association commune et d'organisation. Et l'une des difficultés, c'est que voilà, comme dans tout groupe d'usagers, il y a des questions de représentativité. Et peut-être qu'aujourd'hui, hein, l'une des difficultés, c'est que les patients qui mériteraient ou qui auraient le plus besoin d'être représentés dans des groupes d'usagers sont ceux qui sont vraiment pas en état de le faire, c'est-à-dire les patients les plus sévères, hein, ceux qui souffrent des maladies mentales les plus graves et qui auraient le plus besoin d'être représentés dans les groupes politiques comme à l'Assemblée. Dernier point étonnant à rebousse-poil de Sedgwick sur la question de l'antipsychiatrie, c'est que souvent, ce qu'on reproche aussi à la psychiatrie, ce sont les excès de la médicalisation. Le fait que la psychiatrie tend à pathologiser la plupart de nos expériences les plus communes, hein. C'était la critique de Schacht, c'est la critique aussi à la Ivan Illich. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que pour un marxiste, Sedgwick est très très inquiet des avancements du capitalisme de son époque, mais pas très inquiet de la prolifération des étiquettes psychiatriques. Pour lui, ça mérite une analyse au cas par cas. Il y a des étiquettes qui peuvent oppresser, mais d'autres qui peuvent tout à fait favoriser le progrès. Et c'est tout à fait cohérent avec sa position, hein, puisque, encore une fois, je vous rappelle que pour Sedgwick, une maladie, c'est d'abord une catégorie institutionnelle qui prend sa valeur d'abord d'un point de vue politique. Est-ce qu'elle aide ou pas les patients qui sont désignés par là? Homosexualité, par rapport à d'autres catégories, pédophilie, etc. Est-ce que ce sont des catégories qui aident les personnes qui sont catégorisées par là, ou est-ce que c'est des catégories qui visent tout autre chose? Et donc pour lui, c'est là que le débat doit se situer d'un point de vue politique et directement moral par rapport aux catégories d'usagers. Et il écrit à un moment qu'il faut se préparer à ce qu'il y ait de plus en plus de maladies, simplement parce que nos attentes en matière de santé ont tendance à s'élargir, à devenir plus sophistiquées. Et ben voilà, c'est le contre-coup, si vous voulez, du développement de la société, que ce soit dans les classes sociales ou dans les classes plus favorisées, qu'il y ait des attentes plus fortes, pardon, en termes de santé, et que c'est pas forcément à voir comme des processus de normalisation. Et il le dit de manière un peu humoristique, hein, il dit l'avenir appartient aux maladies. C'est tant mieux s'il y a plus de maladies, ça veut dire on a on a un grain d'analyse plus fin pour essayer d'aller mieux collectivement, si vous voulez. Donc c'est pas forcément un drame en soi, tout en étant très prudent, attention. Et puis à un moment, il dit, alors, de manière un peu provocatrice et humoristique, hein, et je terminerai par là, il dit peut-être qu'un jour, il y aura une forme de backlash, il dit en anglais, hein, de retour de bâton en bon français. Peut-être qu'un jour, tout le monde sera si abondamment malade, écrit-il, physiquement ou mentalement, qu'on verra des défilés de pancartes de protestation devant les congrès médicaux, avec des slogans du genre la maladie c'est pas si mal, vous savez, si vous y mettiez, ou encore la maladie est la forme la plus élevée de santé. Et il écrit comme ça, il dit bon, voilà, il pourrait y avoir une forme de backlash, donc il était tout à fait conscient, si on reprend Yann Akin, que
les catégories médicales, puisque ce sont des catégories institutionnelles, sont essentiellement des cibles mouvantes, et que ces cibles mouvantes, il faut toujours, au cas par cas, évaluer d'un point de vue politique ce qu'elles apportent ou non aux premières personnes concernées. Voilà, je termine là et je suis désolé d'avoir été trop long. Non, au contraire, merci de nous avoir emmenés dans l'histoire de ton livre et de nous avoir fait réfléchir à partir de celui-ci et surtout du cheminement que nous a permis ce soir. Alors, on va prendre du temps, un peu de temps sans te prendre toute ta soirée, mais tu vois, le nombre d'applaudissements, il y a rarement des masterclass où tout le monde applaudit comme ça. Je Merci, pense que c'est parce que merci à vous. tu dis les choses que beaucoup de psychiatres sentent et essayent de formuler. Et d'une certaine façon, il y a un des articles de tes articles qui dit philosopher tout contre la psychiatrie. C'est à chaque fois ça dans tes livres, ça nous permet de. T'es un très bon allié de la psychiatrie, je pense. Euh, Et alors, il y a une question sur le chat, puis après on peut poser Ouais. des questions. Et la question, je me la posais aussi, donc on peut commencer par ça. Parce que l'exemple du mildiou, elle est intéressante, mais il y a Martin Comon qui nous écrit, est-ce que cet exemple du mildiou ne rend pas justement le trouble mental encore plus naturel? Puisque les animaux peuvent souffrir de dépression ou de TND, par exemple, et les pathologies psychiatriques ne dépendent pas directement d'un autre organisme cherchant à s'épanouir comme une bactérie, un virus, un parasite, et semblent donc moins sensibles à cet argument du mildiou. Alors, ouais, alors c'est un très c'est une très bonne objection. On pourrait dire oui, l'objection porte si, comme c'était le cas de Dubos, euh, si Sedgwick défendait une conception, on dirait, écosystémique de la maladie. C'est-à-dire que, vous voyez là, ce qui est intéressant avec le milieu, c'est que c'est une maladie infectieuse. Donc après, quand on l'élargit à d'autres maladies, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas sûr que l'analogie puisse porter. Ce qui est important dans l'exemple du mildiou, c'est pas tant ce qui se passe au niveau du mildiou lui-même, il se moque un petit peu de qu'est-ce qui nous intéresse nous. Si on parle que le mildiou c'est une maladie, c'est juste parce qu'il y a des intérêts qui sont directement humains sur, en fait, on se fiche des parasites, s'ils vont bien ou pas bien. Ce qui nous intéresse, c'est la santé de la plante, parce qu'on veut que la plante, on veut soit manger des pommes de terre, soit boire du vin. Et donc, ce qui est intéressant, c'est juste l'exemple du mildiou, et pas un exemple qui à prendre dans son épaisseur épistémologique qu'on pourrait élargir à l'ensemble des maladies. Il est seulement intéressant parce qu'il permet de mettre en évidence l'importance primordiale que des intérêts sociaux ont à jouer dans la catégorisation de ce que c'est qu'une maladie ou pas. C'est-à-dire que l'exemple du mildiou, voilà, on pourrait dire que, là, de fait, on pourrait dire que le mildiou, c'est pas une maladie, c'est la condition pour élever les parasites, si le but c'est d'élever les parasites. Et donc, il y aurait plus de sens simplement de dire que c'est une maladie. Mais qu'est-ce qui le différencie du coup? Alors c'est une question un peu naïve, mais on en discutait avec Mathis là aussi, de la philosophie pragmatiste, parce que sa conception de la maladie dans ses aspects de conséquences concrètes pour les pratiques médicales, que ce soit clinique ou de recherche, pourrait le placer dans une approche pragmatiste, tu vois, à la Dewey des maladies mentales. Mhm. Et, et peut-être ce qui le différencie alors, et c'est pour faire écho à la question qui est de Sylvain dessous, ça serait que chez les pragmatistes, ça ouvrirait à une théorie de l'enquête en Mhm. termes pragmatistes, que là, qu'alors que Sigwick, lui, il loue vers une théorie marxiste et matérialiste Mhm. des conditions effectives politiques de la prise en charge des maladies, de la construction des savoirs autour des maladies. En fait, ce que Sylvain écrit, et je pense que ça fait le point avec ma question, c'est est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on appelle politique? Pourquoi la Mhm. politique, c'est pas une norme? Pourquoi la politique, c'est pas le champ des pratiques voilà, qu'est-ce qu'il appelle pragmatique? Puisque tu as commencé avec... Ouais. Alors Elodie Giroud, je crois que je le mets, si je me souviens bien, dans une des notes, mais c'est Elodie Giroud en me lisant qui, très justement, ma collègue philosophe, m'avait dit, ben, en fait, la position de Sedgwick, on ferait bien de la caractériser de pragmatiste. Ouais. Euh, oui, après, bon, mais le truc, moi j'aime bien être très attentif quand même aux grandes traditions Mhm. philosophiques, pragmatisme. Bah, effectivement, c'est Dewey, c'est James, etc. Et donc laissons à Dewey ce qui appartient à Dewey. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que Sedgwick connaissait bien
le pragmatisme américain. C'est pas sûr qu'il s'y retrouvait, ça, il y a peu de chance. Et puis, on n'a pas besoin d'être pragmatiste au sens vraiment technique, philosophiquement, pour dire bah, que Marx déjà considérait que bah, les Mm. concepts, c'est pas des choses qui existent dans l'entité, hein. Je commence mon chapitre par les fameux étals les pommes de terre, tout ça, ça n'existe pas dans un ciel des idées, rappelez Marx, mais qu'il y a toujours des choses, faut toujours revenir à la matérialité des idées et à l'histoire singulière des concepts qui sont toujours ancrés dans des rapports sociaux. Alors, ce qui amène sur cette question de la politique, alors, politique, c'est une vraie difficulté parce que on pourrait dire, bah, il y a une dimension morale au questionnement. Pourquoi pas morale et psychiatrie et pourquoi la question politique? J'ai essayé de la prendre de manière très très large, de la manière la plus fondamentale. Un police, c'est l'ensemble de ce qui nous constitue généralement, et politique renvoie à la fois au questionnement justement sous-jacent de qu'est-ce qu'on attend de la psychiatrie, non pas seulement qu'est-ce que c'est que la psychiatrie, souvent mais Mm. qu'est-ce que vise la psychiatrie, qui était la bonne question que posaient les antipsychiatres aux psychiatres. Qu'est-ce qu'on veut avec la psychiatrie? Et ça, c'est une question fondamentalement, non pas épistémologique, parce que si vous dites ce que veut la psychiatrie, c'est comprendre les maladies mentales, on perd le fait que la psychiatrie est d'abord une discipline qui vise à soigner, avant une discipline qui vise à comprendre de quoi il s'agit. Et donc, la dimension de soin est voilà, et d'après Sedgwick, voilà, quelque chose qui renvoie à la police de manière générale, au sens où s'il y a eu des institutions de soins très très loin dans l'Antiquité humaine, dans l'humanité même, avant même l'Antiquité, c'est parce qu'il y a eu un souci d'essayer de se soigner les uns les autres. Ça a commencé comme ça. Il y en a qui se sont spécialisés dans le soin parce que ça demandait des gestes techniques, ça demandait des connaissances des plantes, etc. Et donc l'institution est directement liée non pas à faire de l'argent, non pas à normer les autres, mais d'abord à soigner. Donc c'est une dimension fondamentale qui semble tout à fait évidente, qui ensuite a été relégué avec la complexification de cette institution particulière à partir du moment où elle est nécessairement devenue un pouvoir, puisque toute institution est toujours prise dans un réseau de savoir-pouvoir. D'accord? Et donc j'ai essayé de garder le mot politique dans son sens le plus général et le plus radical, hein. Police, c'est la cité. D'accord? D'accord. Et donc, il y a des questions, je me Donc il y permets a de plein de les lire. Du questions, coup, ouais. dans la continuité, je pense, c'est Steve Willem qui... Ouais. Moi, je sais pas si tu veux prendre le micro ou je lis ta question, mais tu as fait l'effort de la rédiger. Cher Steve, en préambule, tu as dit que la psychiatrie... Ah, pardon, vas-y, alors. Je te Ah laisse. oui, c'est pour rendre la chose la plus interactive. Je suis Ouais. ravi de vous revoir et de vous voir, Steve. Mais du Ouais. coup, oui, j'ai l'impression que chaque auteur que tu as présenté, chaque penseur que tu as présenté, au final, était intrinsèquement la représentation qu'il avait de la maladie mentale était intrinsèquement liée à sa lignée politique. Enfin, je prends l'exemple de Sage, on pourrait prendre l'exemple de Toscaïès que tu as pas cité. On a l'impression que la pensée politique des psychiatres influence profondément leur vision de la maladie. Et j'avais en question que j'ai ajouté, c'est comment interpréter le suicide de Peter Sedgwick à l'aune de sa propre interprétation de ce qu'est la maladie mentale. Ça, c'est peut-être une question un peu touchy, mais je Et voulais tu savoir ce que évoqué tu en le pensais. terme dans ton mot de est-ce que la psychiatrie est une science politique, du coup? Mhm. Alors, je pense pas que ce soit une science politique. Alors, pour dire un petit peu ce que j'ai en tête, évidemment, je veux pas reléguer au second plan la dimension épistémologique, celle sur laquelle je travaille depuis 25 ans. J'essaie seulement, en tant que philosophe, d'attirer l'attention dans le domaine de la philosophie de la psychiatrie, domaine auquel je me rattache, qu'il faut surtout pas négliger les questions prioritaires. Et en fait, ce qui m'apparaît par exemple aujourd'hui dans la crise de la psychiatrie, en France particulièrement, c'est que tout le monde se dispute chez les cliniciens. Je crois qu'il y a encore ce soir là une réunion, il y a le printemps de la psychiatrie, etc. Vous voyez que les grandes questions, c'est comment on fait entre des cliniciens. Je connais des deux bords, donc vous allez avoir du mal à me faire dire du mal d'un bord ou de l'autre. Donc je connais des gens très très bien de l'évolution psychiatrique, je connais des gens très bien de fondamental, etc. Ce qui est frappant, c'est qu'ils sont profondément divisés avec des visions très très différentes de ce qu'il conviendrait de faire dans la psychiatrie pour demain. D'accord? Et ça, malheureusement, si on prend un petit peu de recul, si on essaie de prendre un petit peu de recul, on dit, bon, ce qui est curieux, c'est que, voilà, ils ont tous et toutes le même souci du patient, de ce qu'il faudrait faire pour le patient, tout ça. Et cette désunion qui est intrinsèque à la psychiatrie profite politiquement
au fait qu'il n'y a aucun moyen nulle part. C'est que si vous les demandez indépendamment ce qu'il faudrait faire, ils sont absolument tous d'accord sur le fait qu'il y a une crise de moyens. Lorca et Le Boyer avaient sorti un livre il y a quelques années sur l'état d'urgence et il n'y a aucune raison de considérer que c'était un livre hypocrite. Le Printemps de psychiatrie a raison de considérer que c'est ça. Et tout le problème, si vous voyez la tension actuelle aujourd'hui, c'est dire est-ce que ça doit être les centres experts, est-ce que c'est les CMP, etc. Mais à aucun moment il y a un espace politique pour que les psychiatres eux-mêmes, universitaires, praticiens, puissent discuter de ça. Tout se fait par amendement caché, par rapport de force, par lobbying interposé, etc. Ce qui manque, justement, c'est qu'avant de pouvoir s'engueuler, qu'il y ait quelque chose, je parle de police, qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment mis sur la table sur ce qui oppose et ce qui sépare vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de quiproquos aujourd'hui sur le rapport entre l'université et les cliniciens de terrain, sur le rapport aux neurosciences et le rapport à la psychanalyse, sur le rapport entre ce qu'on appelle un centre expert et ce qu'on appelle du soin en continu. Et quand vous écoutez les uns et les autres, c'est frappant de voir que chacun, quand on l'entend isolément, a une position qui est plutôt raisonnable et conciliante, et que si vous les mettez dans la même pièce, c'est la guerre absolue. Donc je pense que ça, c'est une question qui est profondément politique. Et quand je parle de la question des moyens, voilà, mais c'est valable dans tout le combat politique. On verra ce que ça va donner politiquement ensemble en dehors de la psychiatrie l'année prochaine. Mais c'est de dire, bah voilà, il faut toujours s'unir si on veut gagner quelque chose, parce que la désunion profite toujours au camp adverse. C'est-à-dire à ceux qui veulent réduire les... Donc, j'ai aucune solution pour dire comment on peut mettre sur une même table quelque chose qui est très très clivé et clivant. Mais vous avez ça en France, vous avez ça aussi en Italie, vous avez ça en Angleterre et en Allemagne actuellement. Et donc vous avez deux psychiatries qui s'opposent. Une psychiatrie qui dit, regardez, c'est nous qui avons raison parce que les normes internationales sont ce qu'elles sont. Il faut se rattacher à la science telle qu'elle se fait ailleurs. On n'a pas le monopole du savoir sur ce qu'il faut faire pour aider les gens. Et puis d'autres qui regardent avec quelquefois comment on pourrait dire, mépris ou condescendance, tout ce qui se fait à l'international, comme s'ils étaient sûrs d'avoir la solution dans le petit pays qui est quand même la France, dans la manière de soigner les gens. Pardon? Non, je crois qu'il y a un écho. Pardon, oui, non, alors, vous faites bien, parce que vous voyez, j'ai été très long, je suis parti comme ça un petit peu sur cette question, mais c'était juste parce que la question de Steve, là, me permettait d'essayer de mettre en résonance ce que j'entends sur la question politique. Et quand je dis la question politique, c'est d'abord la question des moyens, c'est de dire, hein, quel que soit, voilà, on sait, en vrai, il y a des querelles qui sont importantes sur les moyens, est-ce que la psychanalyse, est-ce que les neurosciences, est-ce que plein de choses, les électrochocs, etc. Donc, c'est pas des questions qu'il faut mettre de côté, elles sont absolument essentielles. Maintenant, j'ai tendance à croire, hein, comme le cas pour les psychothérapies, etc., que tous les cliniciens, la plupart des cliniciens sont plutôt de bonne volonté, on pourrait dire, et sont convaincus qu'ils aident les personnes. Et ce qui manque, c'est vraiment des assises, comme ce qui s'est fait un peu dans les années 60. S'il y a eu une réforme du secteur en France, c'est parce qu'il y a eu une forme d'union avec des médecins qui étaient plutôt impliqués politiquement et qui d'abord s'entendaient politiquement avant de se mettre d'accord d'un point de vue des méthodes. Ils n'étaient pas d'accord au niveau des méthodes, hein. Si on regarde, Tosquelles, Daumaison, ils n'étaient pas du tout d'accord. Par contre, ils marchaient tous du même côté politique. Voilà. Mm. Bon, je suis désolé d'avoir fait selon Laïus. Juste Non, pour non. répondre par rapport, parce qu'elle est importante sur la question de Sedgwick et du suicide de Sedgwick. Sedgwick n'a jamais caché, c'est pour ça qu'on peut le dire, hein, n'a jamais caché qu'il était très fragile psychologiquement, qu'il a eu une carrière de, voilà, alors pas de malade mental, parce que je ne sais pas s'il a été lui-même hospitalisé. Il a énormément, j'en parle un moment dans une note, souffert parce que sa mère elle-même est morte dans un asile psychiatrique, donc il y a une longue histoire compliquée, une histoire familiale, là, qui mériterait là, une sorte d'investigation même psychanalytique. Et la seule chose qui est vraiment importante par rapport à Sedgwick, et il se cache pas de parler de lui-même, et je trouve là aussi que c'est une citation très très belle, il dit, bah, il y a quelque chose qui est vraiment important chez les patients, c'est que souvent les antipsychiatres laissent entendre que, comme Chache, il faudrait avoir du courage d'affronter la tragédie de l'existence, et qu'il y aurait une force de faiblesse chez les patients quand ils vont demander de l'aide.
Et Sedgwick fait une remarque que à son époque déjà, les femmes ont plus tendance à demander de l'aide que les hommes, et il voit ça comme comme on pourrait dire aujourd'hui une lecture féministe de ça, en disant mais ça montre que d'une certaine manière, les femmes sont plus courageuses que les hommes parce qu'elles sont plus prêtes à reconnaître la vulnérabilité que c'est à certains moments de l'existence, là où les hommes seraient prêts à avoir honte pour eux-mêmes et à cacher leur malheur dans le whisky, comme il dit, ou dans les ulcères. Et donc, voilà, lui-même, peut-être, faisait, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu, hein, il y avait une forme d'aveu qu'il n'avait pas bizarrement été suffisamment lucide ou courageux, ou voilà, où il a eu ces difficultés qui font qu'il n'a pas forcément fait le pas suffisant pour demander une hospitalisation à un moment où il en aurait eu besoin. C'est une hypothèse, hein, parce qu'il y a plein d'autres hypothèses, comme il était très impliqué politiquement aussi, certains ont pu imaginer qu'on les poussait à se noyer. Alors, ce que j'avais dit, c'est qu'il y avait un écho, pas que c'était long. Je sais pas, parce que j'ai cru que tu Ah avais... non, 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 je t'en prie, mais je C'est sais qu'il que y a eu j'étais un long. écho à un moment, mais j'ai coupé les micros Ok, pour éviter les échos. Alors, je lis les deux questions qui peuvent ouais, être un peu liées, je vas-y. pense, pour avancer. Mais Elisa Caso et Sébastien, que penser du développement de la paire aidance dans ces axes-là? À la fois donner la voix aux patients pour devenir des nouveaux intervenants semble coïncider avec la position de Seguic et donc la notion de visibilité du groupe patient, mais en même temps, et pour reprendre la dernière citation, il s'agirait des patients les plus représentés politiquement et non de ceux qui en auraient le plus besoin, car les plus silencieux. Et en parallèle, la question de Sébastien, qui est donc un peu en lien sur les patients, et les mouvements d'émergence, des mouvements identitaires autour des nouveaux, enfin pas des nouveaux, des troubles du neurodéveloppement, Ouais. mais aussi d'autres troubles comme border, multiple, dans lequel les diagnostics devient parfois non seulement une catégorie clinique, mais aussi un enjeu d'identité collective. Eh bien, écoutez, merci pour ces deux questions, hein. C'est Elisa et Sébastien, c'est ça? Ouais. Elles sont parfaitement pertinentes. Je suis content, c'est que vous avez bien compris, vous avez réussi, malgré ma diction quelquefois un peu rapide, à me suivre là où je voulais aller. C'est que justement, de dire, bah, c'est pour cette week, l'émergence des mouvements de patients est absolument fondamentale, politiquement, parce qu'ils pensent en bon marxiste que les bonnes solutions viennent toujours du bas et des premiers concernés. Même si lui, il était assez pessimiste justement dans son texte, hein, c'était les tout débuts, et il prend plein d'exemples justement de mouvements de son époque qui se retournent contre les patients. De même, il montre plein aussi de mouvements marxistes chez les infirmiers, infirmières, chez les médecins, qui se retournent aussi chez les patients, par exemple, qui disent, ah, on veut mieux travailler, mais pour mieux travailler, il faut plus de coercition pour les patients parce qu'ils sont violents. Et donc, il y a plein d'enjeux compliqués et que voilà, l'union, comme je l'appelais comme ça, est pas toujours forcément la bonne solution, puisqu'il peut y avoir. Donc, voilà. C'était un fin connaisseur des dialectiques politiques, donc il n'y a jamais de bonne solution. Et ce que je trouve très très intéressant chez Sedgwick pour nous aujourd'hui, c'est que justement, il est tout à fait conscient que la psychiatrie a fonctionné toujours sur deux jambes, qu'il y a toujours eu des patients plutôt légers, et ce sont ceux qu'on entend les plus aujourd'hui et qui ont le plus, malheureusement, heureusement pour eux, on pourrait dire, la voix au chapitre politique. Et puis les patients les plus lourds, qui sont ceux qui souffrent terriblement du manque de moyens dans les CMP et dans toutes les infrastructures, puisque c'est pas du tout spécifique à la France, puisque vous trouvez ça dans tous les pays occidentaux, où les malades les plus sévères, comme on dit, sont ceux qui ont aujourd'hui le moins d'accès aux soins, clairement le moins d'accès aux soins. Donc ça, c'est cette question. Alors sur les pères aidants, tout ça, je ne serais pas capable de répondre simplement pour dire qu'il faudrait qu'il y ait des travaux là-dessus. C'est des questions, des travaux courageux sur les forces, mais aussi les limites pardon, de ces systèmes-là en termes politiques. Parce que vous voyez, père, c'est intéressant, c'est le côté pied d'égalité. Après, de l'autre côté, qu'il y ait des questions d'influence, alors surtout dans les structurations, c'est tout à fait évident, et les sociologues ont très bien montré ça depuis de nombreuses années, sur les questions bah, des TND, de l'autisme en particulier, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, j'ai pas de solution par rapport à ça. Je pense, voilà, les mouvements de patients sont indispensables, c'est pas l'alpha et l'oméga.
c'est que justement, ça peut, évidemment, il peut y avoir des backlash, comme dit très très justement Sedgwick. Il peut aussi y avoir bah, des enjeux politiciens. On voit, il y a des alliances entre certains groupes de médecins qui, plutôt que de s'unir entre cliniciens, vont trouver certains mouvements pour faire valoir des positions au niveau politique. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème. Et mettre vraiment les pieds dans le plat, il y a clairement un problème de représentativité sociale, puisque les mouvements qu'on entend le plus dans les médias, sur la sphère politique, sont une catégorie très très limitée en fait des patients psychiatriques. Il y a plein de patients dont on parle jamais et qui sont voilà donc sans taper à boulet rouge sur même voilà de Morand ou qui que ce soit pour les bipolaires. Il y a quand même un vrai enjeu sur cette facilité qu'on a aujourd'hui de dire ah il faut arrêter avec la stigmatisation et on peut revendiquer haut et fort sa maladie mentale. Mais en réalité, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai pour très très peu de gens et dans certaines catégories aisées de la population. Et donc c'est ça, moi, vraiment, quelque chose qui, pour moi, est un angle mort du questionnement social et politique sur la psychiatrie. Je sais pas si je suis assez clair. Ah, c'est super clair. Et Sébastien, tu avais levé la main. Et je pense que ta réponse montre en quoi c'est différent que le pragmatisme. Parce que c'est là où il y a ce chemin clairement politique Oui, qui voilà, là c'est plus l'emmène vers la pragmatique. pensée politique, Exactement. de penser ces mouvements et la représentativité et les dialectiques politiques complexes dans lesquelles on est pris. Ouais, Sébastien. Oui, c'est surtout pour compléter la question, c'est parce que finalement, est-ce que alors, l'antipsychiatrie qui est peut-être plus tellement présente, mais est-ce que ces mouvements, alors, je sais pas qu'on peut les appeler identitaires, enfin, sont aussi un nouveau visage, une nouvelle fonction de l'antipsychiatrie finalement, avec parfois même des personnes qui disent, OK, je suis autiste et j'ai pas bien besoin d'un médecin pour poser mon diagnostic. C'est des choses qu'on entend. Enfin, et c'est pas cette nouvelle fonction avec les mêmes backlash qu'on peut avoir sur justement quelque chose qui pourrait être dommageable pour les personnes qui ont des troubles sévères en fait. Mm, mm. Bah, alors, ça, je connaîtrais pas assez pour en parler clairement, mais ce que je sais, là tout à l'heure je parlais d'un mémoire voilà, que j'ai expertisé cette semaine sur l'antipsychiatrie et l'étudiant terminé sur des mouvements récents que je connais pas, d'usagers, etc. Elle montrait justement que ces débats étaient encore très vifs et très lucide. C'est qu'il y a à l'intérieur des mouvements d'usagers, justement, il y a beaucoup de gens qui sont très, très conscients de toutes ces difficultés-là. Donc, c'est ça qui est plutôt réjouissant. Et c'est là où, comme toujours voilà, pour des lectures, le fait de lire et de savoir ce qui a pu se faire auparavant, là par exemple le MPU là, que je donnais en PowerPoint, il y a toutes les archives qui sont en ligne avec les revendications, et c'est toujours très important, je pense, pour des groupements d'associations, de voir ce qui était proposé auparavant pour voir, pour pas retomber dans les mêmes travers et voir comment ça peut être amélioré. Donc ça, je suis plutôt, voilà, je suis plutôt optimiste par rapport à ça. J'espère, là, puisque cette vidéo sera sur YouTube, ne pas me faire trop d'ennemis en pouvant donner l'impression, si vous voulez, que j'attaque les associations de patients. Je les attaque pas. Je pense que c'est vraiment très, très important. Simplement, il faut être lucide sur les rapports politiques qui s'y jouent aussi en termes de représentativité. Il y a une grande crise de la représentativité en politique de manière générale. Il n'y a pas de raison que les associations, celles qui sont les plus en vue, soient épargnées par rapport à ça. Donc ce serait très intéressant. Je pense qu'il y aurait tout un travail à faire sur une cartographie des groupes d'associations, hein. Déjà, historiquement, c'est pas évident, hein. Le livre dont je parlais, Contesting Psychiatry, a cela d'original que c'est l'un des premiers grands livres à s'intéresser de très près à ces associations-là, à les documenter, donc vraiment dans leur structure, dans ce qu'elles ont fait concrètement. Et ça vaudrait la peine hein, de voir aussi ce qui se passe. Sachant que, vous savez, en France, hein, il y a les grandes associations de patients qui fédèrent aussi. Il y a des tas de fédérations, donc c'est une organisation extrêmement complexe. Mais voilà, bon, et je pense que ce qui serait très bien, c'est qu'il y ait d'un côté et les cliniciens qui arrivent à se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent, et puis et de l'autre côté, et puis qu'il y ait des vraies tables rondes. Il n'y a pas eu ça depuis très très longtemps en réalité en psychiatrie. Quelque chose qui soit un vrai moment de réflexion commune qui demanderait plusieurs années, voilà, litigieux, etc. Mais il n'y a pas ça parce qu'il y a une division qui est délétère aujourd'hui entre le pouvoir universitaire,
qui est plus proche de la politique, et puis les CMP. Et ça, je pense que c'est vraiment délétère. Et il y a quelque chose à reconstruire vraiment dans les grandes ambitions politiques qu'il y avait eu dans les années 60 un peu partout. Peut-être une dernière question, et juste avant, donc un petit humour de Nicolas Lacoste qui nous rappelle que l'association Lithium-Solian s'appelait la bouillie bordelaise pour lutter contre le mildiou. Donc, Ouais. et il faut des associations de mildiou, d'éleveurs de mildiou, je pense, pour pouvoir faire un équilibre. Mais alors, une question qui a un peu, je pense qu'il sera la dernière pour qu'on puisse finir, mais qui ouvre sur l'enjeu du modèle peut-être de santé qu'il y aurait derrière. Et Sylvain nous dit, est-ce que ça serait l'avènement d'un modèle biopsychosocial qui supplanterait au modèle biomédical? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Quel est le modèle de maladie ou Alors, de santé qu'il y a derrière la pensée de Sigwig, quoi, du coup? Sidwick, je sais pas, mais en tout cas pour Ouais. moi, je sais, Ouais. Sidwick, il n'a jamais parlé du modèle biopsychosocial puisqu'il n'existait pas vraiment encore, ça venait tout juste, hein, c'est 77 de mémoire, Engels, quand on s'est proposé. Modèle biopsychosocial, c'est toujours la solution à tout, on a envie, donc oui, je me rattache sans problème à ce problème-là, et ça pourrait être quelque chose d'unificateur, justement, par rapport à tous les cliniciens, s'il devait y avoir quelque chose qui est le minimum le dénominateur commun pour tous les professionnels, ce serait ça, de dire, tiens, il faut qu'on se mette d'accord avec un modèle biopsychosocial. Simplement, il ne faut pas que ce soit un étendard fédérateur purement formel, comme ça l'est trop souvent. Et en fait, moi, mon idée, c'est de dire, bah, il faut qu'il y ait de la conflictualité. La science fonctionne par des gens qui ont raison, des gens qui ont tort, des méthodes qui s'imposent, d'autres qui tombent dans l'oubli, d'autres qu'on pensait prometteuses qui ne le sont pas. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait de la conflictualité. Et mon idée, hein, je ne l'ai pas développée, mais je le développe dans mon essai, c'est qu'il faut régionaliser les difficultés. Et quand je dis régionaliser les difficultés, c'est qu'il faut toujours du cas par cas. C'est-à-dire ce qui vaut pour l'autisme ou les TND ne vaut pas forcément pour la dépression, ça vaut pas forcément pour la schizophrénie, ça vaut pas forcément pour les troubles bipolaires. Et je peux très bien imaginer, moi, que dans certaines manières efficaces de produire, il faudrait mettre le biopsychosocial, d'autres qu'il faudrait du psycho-biosocial. C'est qu'il n'y a aucune raison que le bio vienne toujours en premier, que le social vienne toujours en dernier, et qu'il peut très bien y avoir des modèles très très efficaces qui seraient des modèles socio-psycho-bio, qui ne remettraient en aucun... Voilà, il peut y avoir très bien, je sais pas, par exemple, si vous prenez le diabète ou l'obésité, peut-être que les meilleurs modèles sont pas des Hmm. biopsychosociaux, c'est parce on sait qu'il y a des biomarqueurs, mais que ce sont des modèles socio-psycho-bio, dans l'idée où on commence par l'alimentation, on voit donc quelque chose qui renvoie d'abord, et c'est aussi à des priorités en termes de stratégie thérapeutique. Et là, il y a beaucoup de choses qui demanderaient à être repensées sur les approches translationnelles, les recherches fondamentales, mais aussi la psychiatrie sociale qui mériterait d'être prise en compte. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très ambitieux comme programme, mais oui pour le biopsychosocial, mais pas toujours le tiercé dans cet ordre-là. Ben, merci beaucoup, Steven. Je pense que ça a été une de nos masterclass. Alors, sans faire du genre l'art, Ah, qu'on retiendra le plus. En tout cas, ah, si ton but, c'est de nous faire évoluer dans notre pensée et de nous rendre plus confiants dans la possibilité d'une psychiatrie à la fois constructive pour ses savoirs et impliquée politiquement, on ressort avec le sourire. Je vois Sébastien avec le sourire aussi. Et c'est vrai que ça nous eh redonne un ben, peu tant de mieux. confiance On en a besoin dans en ce nos pratiques moment. et dans la façon d'exercer. Donc, merci beaucoup. On espère peut-être que le Congrès français de psychiatrie sur le thème politique pourra être un espace qui puisse aborder ces questions-là, mais qui sont bien sûr des longues histoires tout de même quand même. Merci encore, Steve, et merci à toutes Merci et tous beaucoup à d'avoir vous. été là. Et on met cette conférence, bien sûr, sur la chaîne YouTube du DU de philosophie de la psychiatrie. Bonne soirée. Un Bonne grand soirée merci, à au toutes et à revoir. tous. Au Au revoir. revoir.